Il y a 72 heures, l'Agence spatiale européenne a publié ce qu'ils ont qualifié de vue la plus rapprochée à ce jour de 3I Atlas, cet objet interstellaire qui fascine et terrifie le monde à parts égales. Des milliards de dollars en technologie spatiale, 7 orbiteurs martiens positionnés pour le cliché d'une vie. Et qu'est-ce qu'on a eu? Un point blanc flou qui ressemble à un éternuement sur l'objectif d'un appareil photo. En quelques minutes, les réseaux sociaux ont explosé, pas d'émerveillement, mais de rage. Des astronomes amateurs avec des télescopes de jardinage capturaient des images plus nettes de comètes à des millions de kilomètres plus loin. Et pourtant, la NASA, avec son orbiteur Mars Reconnaissance Orbité, équipé de l'appareil photo le plus puissant jamais envoyé sur une autre planète, reste totalement muette. L'excuse de l'arrêt des opérations gouvernementales, ça commence à dater. Surtout quand on se rend compte que les orbiteurs chinois et des Émirats arabes unis sont eux aussi curieusement silencieux. Au moment où vous terminez d'écouter ça, 3I Atlas sera à moins d'une semaine de disparaître derrière le Soleil, caché à tous les télescopes de la Terre pendant ce qui devrait être son moment le plus actif. Et si le physicien de Harvard Avi Loeb a raison, ce qui se passe ensuite pourrait tout changer de ce qu'on croyait savoir sur ce qui est possible dans notre coin de cosmos. Si vous êtes aussi captivé par ce mystère que moi, likez et abonnez-vous pour suivre l'actualité en direct au fur et à mesure que l'histoire se déroule. Dites-moi en commentaire d'où vous écoutez, quelle heure il est là-bas, et si vous pensez qu'on nous dit toute la vérité sur 3i Atlas. Et si vous voulez aider notre communauté à grandir, partagez ça sur X, Facebook, Reddit ou votre messager préféré. Merci de toujours nous soutenir. Chapitre 1. La photo qui a pété un câble sur le net. Le 7 et le 8 octobre 2025 resteront gravés comme le moment où la communauté spatiale a collectivement perdu patience. Pendant des mois, on montait en pression. 3i Atlas, seulement le troisième objet interstellaire confirmé à traverser notre système solaire, approchait au plus près de Mars. 7 engins spatiaux, différents de 4 agences, étaient positionnés pour capter des images inédites. Le buzz était réel. Les scientifiques nous promettaient de la clarté, des réponses, peut-être même la preuve de ce que c'est vraiment. Et puis les images sont tombées. L'ExoMars Trace Gas Orbiter de l'Agence spatiale européenne, à seulement 30 millions de kilomètres de 3i Atlas lors de son passage le plus proche le 3 octobre, a publié une série d'images qu'on ne peut décrire que comme profondément décevantes. Un point blanc flou qui se déplace lentement sur un fond d'étoiles. Aucun détail, aucune structure, rien qui nous aide à saisir si on regarde une comète naturelle ou un truc bien plus bizarre. La réaction a été immédiate et féroce. Astronomy Vibes, un compte populaire de commentaires spatiaux sur X, a posté une comparaison côte à côte qui est devenue virale en quelques heures. D'un côté, une image nette et détaillée de la comète Le Mont capturée par un astrophotographe amateur avec un simple appareil sans miroir. De l'autre, l'image de l'ESA de 3i Atlas. La légende disait « Si un simple appareil sans miroir peut choper la comète Le Mont, pourquoi la NASA ne peut pas capter 3i Atlas qui passe près de Mars ?» Le post cumule plus de 40 000 reposts et ça continue. Mais c'est la suite qui a vraiment tapé sur les nerfs. Des milliards de financements et c'est la meilleure photo qu'ils ont? On dirait plus un ballon-sonde dans un jardin brumeux. Pour capter pourquoi les gens sont si en rogne, il faut voir ce qu'on attendait face à ce qu'on a eu. La caméra Cassis à bord de l'orbiteur ExoMars Trace Gas a une résolution angulaire de 11,36 microradians par pixel. À 30 millions de kilomètres, ça fait 340 km par pixel. Pour situer, le noyau estimé de 3i Atlas mesure entre 5 et 46 km de diamètre. Ça veut dire que tout le cœur solide de cet objet occuperait au mieux une fraction d'un seul pixel sur ces images. Mais voilà où ça devient croustillant. Les ESA le savaient d'avance. Ils savaient que leur caméra était conçue pour photographier la surface martienne brillante de quelques centaines de kilomètres seulement, pas des objets faibles à des dizaines de millions de bornes. Nick Thomas, le responsable principal de la caméra Cassis, l'a admis dans le communiqué officiel. C'était une observation très ardue pour l'instrument. La comète est 10 000 à 100 000 fois plus faible que nos cibles habituelles. Alors pourquoi balancer des images qu'ils savaient inadéquates? Pourquoi monter la hype pendant des mois pour livrer un truc qui n'apporte zéro info nouvelle? L'explication officielle, c'est qu'ils ont publié ce qu'ils avaient, que ça représente le meilleur possible avec l'équipement dispo. Mais le timing sent le coup monter comme une valve de décompression.
Donner aux gens un truc, n'importe quoi à regarder pendant que les vraies données restent sous clé. Parce qu'aucun doute, il y a de meilleures images, bien meilleures, et on les retient. Chapitre 2. Le joyau manquant. Pendant que l'ESA balançait ses points flous, l'orbiteur Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA capturait un truc complètement différent NT. La caméra HIRA, acronyme de High Resolution Imaging Science Experiment, est l'appareil photo le plus puissant jamais envoyé sur une autre planète. Sa résolution est si précise que depuis l'orbite de Mars, elle peut distinguer des objets de la taille d'une table de cuisine sur la surface martienne. Quand 3i Atlas a effectué son approche la plus proche de Mars le 3 octobre, Harris offrait une résolution d'environ 30 km par pixel à la distance de l'objet. C'est plus de 10 fois mieux que ce que les caméras de l'ESA ont réalisé. S'il y a la moindre structure, la moindre anomalie, quoi que ce soit qui ne colle pas au récit naturel d'une comète, HiRISE l'aurait vu. Avi Loeb, le physicien de Harvard qui suit 3i Atlas depuis sa découverte, l'a dit cash dans son dernier billet de blog. Le pixel le plus lumineux dans l'image Higher Ice fournira la meilleure contrainte à ce jour sur la surface de 3i Atlas. Nous espérons tous que l'équipe HiRISC publiera ces images au plus vite. C'était écrit le 7 octobre. Nous sommes le 8 octobre. Toujours rien. L'explication officielle, c'est l'arrêt de la machine gouvernementale américaine. Plus de 15 000 employés de la NASA, soit plus de 80 de la main-d'œuvre de l'AUIA, ont été mis en chômage technique. Le site web de l'AUIA n'est plus mis à jour. Les communications publiques ont cessé. C'est une paralysie bureaucratique au pire moment imaginable. Mais voilà ce qui cloche. L'ESA a publié ces images. C'est une agence européenne, pas du tout touchée par les dysfonctionnements politiques américains. L'orbiteur chinois Tianwen-1 était aussi en position pour observer 3i Atlas avec sa caméra d'imagerie à résolution modérée. Silence radio pareil pour l'orbiteur Hope des Émirats arabes unis, équipé de l'Emirates Exploration Imagée, qui avait une vue dégagée. Rien du tout. Plusieurs agences spatiales, plusieurs gouvernements souverains aux bureaucraties et priorités totalement distinctes, tous incapables ou réticents à publier leurs meilleures données sur l'objet le plus scientifiquement significatif, à visiter notre système solaire depuis des années. Le schéma saute aux yeux. Les réseaux sociaux s'enflamment de spéculations. Certains parlent de coordination, d'autres de quelque chose vu qui demande un examen prudent avant diffusion publique. Les plus complotistes avancent que les images montrent une anomalie si dingue que les lâcher sans contexte déclencherait une panique de masse. Cette dernière théorie paraît absurde, jusqu'à ce qu'on se souvienne de ce qui s'est passé ces derniers jours avec les observations d'amateurs. Parce que, pendant que les agences spatiales pro font les muettes avec leurs données, les astronomes du dimanche capturent des images qui soulèvent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Chapitre 3. Quand les amateurs voient ce que les pros refusent de montrer. Le 3 octobre, jour précis de l'approche la plus proche de 3i Atlas avec Mars, un astronome amateur portugais opérant sous le pseudo Dobsonian Power a uploadé une image qui a tout de suite fait le buzz. Avec rien de plus qu'un télescope solaire depuis son jardin et un traitement numérique musclé, il a capturé ce qui ressemble à une structure angulaire à l'intérieur de 3i Atlas. Des formes géométriques sombres, des saillies qui ne correspondent pas à la lueur diffuse typique de la chevelure d'une comète. La légende qu'il a ajoutée était simple mais lourde de sous-entendus. Qu'est-ce que c'est que ça, bordel? En 6 heures, l'image avait été partagée sur tous les grands forums d'astronomie, subreddits et plateformes sociales. La réaction s'est divisée en 2 camps illico. Un groupe y voyait une preuve claire de structures artificielles, la démonstration que 3i Atlas n'est pas ce que la science mainstream prétend. L'autre groupe balayait ça comme un cas classique de pareidolie, cette manie humaine de voir des motifs là où il n'y en a pas, boostés par des artefacts de traitement d'un matos inadapté. Les sceptiques avèrent des arguments techniques solides. Les télescopes solaires utilisent des filtres spécialisés pour observer l'extrême luminosité du Soleil, pas des objets faibles et lointains filant à vitesse interstellaire. Le matos n'est tout bonnement pas conçu pour ce genre d'observation. Ajoutez un traitement numérique agressif pour compenser le setup foireux et vous demandez en gros à un algorithme d'inventer des détails qui n'existent pas. C'est l'équivalent astronomique d'améliorer une photo floue jusqu'à ce qu'on commence à voir des visages dans le bruit. Mais c'est là que l'histoire se corse. Dobsonian Power n'est pas un complotiste random d'Internet avec un télescope bas de gamme et trop d'imagination. C'est un astronome amateur, respecté, qui partage du vrai travail d'astrophotographie depuis plus de 10 ans.
Sa chaîne YouTube montre une documentation minutieuse de son équipement, de ses méthodes, de ses workflows de traitement d'images. Ce n'est pas quelqu'un qui fabrique des preuves pour des clics. Et quand on l'a challengé sur les structures étranges dans son image de 3i Atlas, il n'a pas insisté avec des délires. Au contraire, il a admis l'incertitude, il a promis de retenter le coup quand l'objet sera visible depuis la Terre début novembre, après être passé derrière le Soleil. Sa réponse était mesurée, scientifique, prudente à bon escient, ce qui rend la réaction à son image encore plus révélatrice. ING. Dans les 24 heures, plusieurs sites web ont publié des articles démentant spécifiquement sa capture. Un télescope amateur saisit une image étrange de 3i Atlas. Voici pourquoi ce n'est pas ce que ça semble être. Le timing paraissait coordonné. Le ton semblait défensif, comme si quelqu'un avait besoin d'établir rapidement le récit que rien d'inhabituel n'avait été photographié, que toute anomalie apparente n'était qu'un artefact technique avant que l'image ne prenne trop d'ampleur. Et puis les guerres d'amélioration ont commencé. Les utilisateurs sur Reddit, Twitter et divers forums conspirationnistes ont commencé à télécharger les images originales de l'ESA et à les passer dans leurs propres algorithmes de traitement. Certains utilisaient des techniques standards d'empilement d'images astronomiques. D'autres recouraient à des outils d'upscaling IA, conçus pour améliorer les photos de basse résolution. Quelques-uns sont passés en mode chaos total avec des modèles d'apprentissage automatique entraînés pour reconstruire des détails fins à partir de données limitées. Les résultats variaient follement. Certains ne montraient rien d'autre que des versions légèrement plus nettes du même point flou. D'autres révélaient ce qui paraissait être des motifs géométriques distincts, des arêtes, des structures trop régulières pour être de la glace et du rocher naturel. Le problème, c'est qu'une fois que vous commencez à traiter agressivement une image, surtout avec des outils IA, vous ne regardez plus ce qui s'y trouve vraiment. Vous regardez ce qu'un algorithme pense qui devrait s'y trouver en se basant sur ses données d'entraînement. Si vous entraînez une IA sur des milliers d'images de vaisseaux spatiaux et que vous lui demandez d'améliorer un point flou, elle pourrait bien inventer des détails comme ceux d'un vaisseau spatial, parce que c'est ce qu'elle a appris à reconnaître. C'est une impasse scientifique emballée dans l'illusion de la clarté. Mais la prolifération de ces images améliorées a eu un effet inattendu. Elles ont tellement embrouillé les pistes que distinguer les observations légitimes d'amateurs des fabrications complètes est devenu presque impossible. Dans les 48 heures suivant la sortie de la photo de l'ESA, des dizaines de versions soi-disant améliorées circulaient en ligne. Certaines montrèrent des surfaces métalliques, d'autres dépeignaient ce qui ressemblait à des panneaux solaires ou des antennes, ou des arrêts. Quelques-unes incluaient même des feux de navigation et des propulseurs visibles. La plupart étaient évidemment des arts numériques bidons, créés par des gens avec trop de temps libre et trop de talent en Photoshop. Mais au milieu du bruit, il y avait une poignée d'images qui paraissaient différentes, plus subtiles, moins sensationnalistes, des images qui montraient juste assez de régularité inhabituelle pour vous faire vous demander si quelque chose de réel n'était pas dissimulé par l'inondation d'arnaques évidentes. Chapitre 4. La fuite 4chan qui ne veut pas s'effacer. Le 4 octobre, un utilisateur anonyme sur le board paranormal de 4chan a posté ce qu'il prétendait être des infos internes sur 3i Atlas. Le post était titré simplement « ESA Data Leak » et il commençait par une revendication de credentials assez spécifique pour sonner légitime mais assez vague pour garder l'anonymat. Je suis un chercheur doctoral travaillant avec l'European Space Agency avec un accès continu aux données observationnelles combinées de 3i Atlas. Les fuites Internet, c'est du menu fretin. La plupart sont facilement balayées comme de la fiction créative ou du trolling pur et simple, mais celle-ci était différente. Le niveau de détail technique était dérangeant. Le poster n'a pas fait de déclarations folles sur des invasions aliens ou des opérations militaires secrètes. Au lieu de ça, il a exposé une série d'anomalies observationnelles spécifiques qui, si vraies, remettraient en cause de fond en comble notre compréhension de ce qu'est vraiment 3i Atlas. La première anomalie, impossibilité chimique. Selon le poste, l'analyse spectroscopique montre que 3i Atlas libère environ 100 kHz de gaz de nickel par seconde, mais avec presque aucune émission de fer. Dans la chimie stellaire et planétaire normale, le nickel et le fer sont des jumeaux inséparables. Ils se forment ensemble dans les explosions de supernovas, ils voyagent ensemble à travers l'espace interstellaire et ils apparaissent ensemble dans les comètes et les astéroïdes. Trouver du nickel abondant avec quasiment pas de fer, c'est comme trouver de la fumée sans feu. Ça viole les hypothèses de base sur le comportement de la matière dans les environnements cosmiques naturels. La seconde anomalie, contradiction thermique.
L'objet libère d'énormes quantités de gaz et de poussière, la signature caractéristique d'une comète active chauffée par le Soleil, mais les observations infrarouges montrent qu'il reste froid, bien plus froid qu'il ne devrait l'être vu son taux de dégazage et sa proximité avec le rayonnement solaire. Le poster l'a comparé à regarder quelqu'un transpirer abondamment dans un congélateur. La physique ne colle pas avec l'observation. La troisième anomalie, précision de trajectoire. Le post faisait référence à ce qu'Avi dit publiquement que 3 Atlas est arrivé avec une inclinaison orbitale de seulement 4,89 par rapport au plan écliptique de la Terre. Mais le poster 4chan a ajouté quelque chose que l'eau n'a pas souligné. La trajectoire n'est pas juste inhabituelle. C'est un tir parfaitement droit venant de la direction du cœur galactique. Pas de tremblement, pas d'écart, pas de signe de perturbation gravitationnelle par des étoiles proches pendant ces millions ou milliards d'années à traverser l'espace interstellaire comme s'il avait été visé. Puis est venue la partie qui a élevé ça du simple intérêt. Laisse-moi transformer cette spéculation en quelque chose de plus sombre. L'auteur du post affirmait que l'objet correspondait au profil de ce qu'il appelait une entité post-biologique, pas une comète naturelle, pas un vaisseau conventionnel, quelque chose entre les deux. Il le décrivait comme doté d'un moteur à particules triphasées avec une puissance estimée à 75 mégawatts, émettant en continu un signal actif et, selon ses termes, sondant notre système solaire. Le post se concluait sur un cadre théorique. L'auteur suggérait que 3A Atlas pouvait être un objet quantique macroscopique, plus précisément quelque chose appelé une Q-ball. C'est un concept théorique exotique issu de la physique des particules, un type de soliton non topologique qui pourrait théoriquement exister à des échelles bien supérieures aux particules subatomiques. Si stable, une Q-ball pourrait posséder des propriétés qui paraissent impossibles selon la physique classique. Elle pourrait être incroyablement dense tout en semblant diffuse. Elle pourrait absorber et redistribuer l'énergie instantanément à travers toute sa structure, expliquant les contradictions thermiques. Elle pourrait même rendre compte du problème nickel sans fer si l'état quantique interne de la Q-ball favorise la production de certains isotopes. En 18 heures, le post avait été capturé en screenshot et partagé sur Reddit, Twitter et les forums dédiés à la recherche OVNI. Le fil de discussion sur le subreddit conspirationniste a accumulé plus de 2000 commentaires avant que les modérateurs ne le verrouillent pour violation des règles contre les affirmations non vérifiées. Mais verrouiller le fil n'a pas arrêté la conversation. Ça l'a juste déplacé vers d'autres plateformes, se fragmentant en dizaines de discussions parallèles, chacune tirant le post original dans des directions différentes. Certaines se concentraient sur les anomalies chimiques, d'autres zoomaient sur l'hypothèse de la Q-ball. Quelques-unes ont commencé à le relier à des affirmations antérieures sur 3 Atlas comme source potentielle du signal WOW de 1977. Chapitre 5. La question des 50 000 km. Le 4 octobre, le rover Perseverance de la NASA, posé dans le cratère Jazzer sur la surface martienne, a capturé quelque chose dans le ciel nocturne au-dessus. L'image de sa caméra de navigation droite montrait une traînée allongée de lumière, environ 4 fois plus longue que large. À première vue, ça ressemblait à une capture typique en longue exposition d'un objet en mouvement. Les comètes et astéroïdes apparaissent souvent étalés dans les images quand la caméra suit les étoiles au lieu de l'objet lui-même. Du classique. Sauf que les calculs ne collaient pas comme ça. Quand les gens ont commencé à estimer la taille apparente de la traînée, en se basant sur les spécifications connues de la caméra de Perseverance et la distance à 3i Atlas à ce moment-là, ils sont tombés sur un chiffre perturbant. 50 000 km de long. Ce n'est pas un noyau de comète, ce n'est même pas une comète avec une queue, c'est autre chose du tout. Pour comparer, le diamètre de la Terre fait moins de 13 000 km. Si cette traînée représentait la taille physique réelle de 3i Atlas, on regardait un objet presque 4 fois plus large que toute notre planète. Les réseaux sociaux ont explosé de spéculations. 3i Atlas était-il en réalité un immense vaisseau cylindrique? Avait-il masqué sa vraie taille et sa forme tout ce temps derrière un nuage diffus de gaz et de poussière? Le timing semblait significatif. Cette image est apparue juste un jour après le survol de Mars, pile quand toutes les agences spatiales professionnelles se sont mystérieusement tues. Certains y voyaient une confirmation que quelque chose de profondément anormal avait été photographié, quelque chose qu'on ne pouvait pas balayer d'une explication facile. La spéculation a monté si haut que la représentante Anna Paulina Luna, membre du Congrès connu pour son intérêt pour les phénomènes aériens inexpliqués,
a contacté directement Avi Loeb pour son analyse. Réfléchis-y une seconde. Une membre en exercice de la Chambre des représentants des États-Unis s'est sentie obligée de consulter un physicien de Harvard sur une photo de Mars. Ce n'est pas la procédure normale. Ça suggère que quelqu'un dans les canaux officiels était assez inquiet pour vouloir une interprétation experte en dehors du circuit habituel de communication de la NASA. La réponse de Lowe était détaillée et en surface rassurante. Il a calculé que la caméra de navigation de Perseverance a une résolution angulaire de 0,33 milliradians par pixel. À la distance de 3i Atlas quand l'image a été prise, environ 38 millions de kilomètres, ça donne à peu près 12 500 kilomètres par pixel. La traînée sur l'image fait à peu près 4 pixels, ce qui donne cette longueur de 50 000 km. Mais Lowe arguait que c'était un artefact d'imagerie composite. La traînée ne montrait pas la taille réelle de 3 Atlas. Elle montrait le trajet que l'objet avait tracé à travers le ciel martien pendant un temps d'intégration long, probablement autour de 10 minutes d'expositions empilées. Son raisonnement tenait la route. Mars orbite autour du Soleil à 24 km. 3i. Atlas voyageait à 67 km par rapport au Soleil dans la direction opposée, lui donnant une vitesse relative de plus de 90 km par rapport à Mars, sur 10 minutes. Ça fait exactement 54 000 km de déplacement, ce qui colle parfaitement à la longueur observée de la traînée. La forme n'était pas l'objet. C'était le mouvement de l'objet étalé dans le temps. Affaire classée, non? La théorie du cylindre démontée par la physique de base et des maths soignées. Sauf que Lowe a glissé une phrase dans son analyse que les théoriciens du complot ont saisie comme une bouée de sauvetage. Il a écrit « Si les images de la caméra de navigation représentent des instantanés uniques avec un temps d'exposition inférieur à 3,28 secondes, alors la luminosité et la longueur angulaire de la source observée impliquent qu'il ne s'agit pas de 3i Atlas. Dans ce cas, la source pourrait être beaucoup plus proche de la caméra, capable d'être étalée en une image allongée avec une taille spatiale plus petite et une vitesse plus faible. Attends, si ce sont des captures d'un seul cadre, alors ce que Perseverance a photographié n'était pas 3i Atlas du tout. C'était autre chose, quelque chose de plus proche de Mars. Cette nuance a ouvert une porte que nulle clarification ultérieure n'a pu refermer complètement. Parce que la NASA n'a pas confirmé si l'image est un composite ou un seul cadre, ils n'ont pas publié les métadonnées. Ils n'ont pas fourni le temps d'exposition ni le nombre d'images superposées. L'excuse du shutdown gouvernemental s'applique ici aussi. Pas de personnel pour traiter les demandes, personne de disponible pour confirmer des détails techniques de base sur la façon dont l'image a été capturée. Chapitre 6. 48 ans de silence, le 15 août 1977. Le radiotélescope Big Ear de l'Université d'État de l'Ohio a détecté une rafale de 72 secondes d'énergie radio si inhabituelle, si parfaitement structurée, que l'astronome Jerry Ehman l'a entouré sur l'impression et a écrit un mot au stylo rouge. Wow! Pendant près de 5 décennies, ce signal reste l'un des plus grands mystères dans la recherche d'intelligence extraterrestre. Il provenait de la direction du Sagittaire, près des champs d'étoiles les plus denses de la constellation. Il était à bande étroite, focalisé sur une fréquence spécifique, et il ne s'est jamais répété. Des centaines d'observations de suivi, des milliers d'heures d'écoute pointées sur la même région du ciel. Rien. Juste cette unique rafale il y a 48 ans. Et puis un silence éternel jusqu'à ce qu'Avi passe les chiffres sur 3i Atlas. Il a calculé où se trouvait l'objet le 12 août 1977, juste 3 jours avant la détection du signal WOW. La réponse, environ 600 unités astronomiques de la Terre, grosso modo 600 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Mais plus important encore, il a calculé de quelle direction venait 3i Atlas à ce moment-là. Ascension droite, 19h40, déclinaison, 19. Le signal WOW provenait d'une ascension droite de 19h25, déclinaison, -27. Les deux directions sont séparées d'environ 9. Dans l'immensité de l'espace avec des objets aléatoires venant de n'importe quelle direction possible, la probabilité de cet alignement est d'environ 0,6. Pas impossible, mais franchement suspect. L'on n'en est pas resté là. Il a posé la question logique suivante. Si 3i Atlas a envoyé le signal WOW depuis 600 unités astronomiques de distance, quelle puissance le transmetteur devrait-il avoir? Les calculs sont simples. L'intensité détectée était entre 54 et 212 Jansky sur une bande passante de 10 kHz. À 600 UA de distance,
Cela correspond à une sortie du transmetteur entre un demi-gigawatt et 2 gigawatt. Pour référence, un réacteur nucléaire typique sur Terre produit environ 1 gigawatt. On parle donc de niveau d'énergie d'une centrale nucléaire focalisée dans un faisceau radio étroit. Pas impossible pour une civilisation avancée. En fait, tout à fait raisonnable si tu veux envoyer un signal détectable à travers les distances interstellaires sans gaspiller d'énergie en diffusion omnidirectionnelle. Il y a un autre détail qui rend le lien plus dur à balayer. Le signal WOW a été observé à une fréquence de 1420,4156 MHz, décalé vers le bleu d'environ 10 km et vers la Terre par rapport à la raie de l'hydrogène. Ce décalage vers le bleu indique que la source se déplaçait vers nous. 3i. Atlas s'approche actuellement du Soleil à environ 60 km/h. L'eau suggère que si cet objet a des capacités de manœuvre, il pouvait aller plus lentement en 1977, puis accélérer après avoir détecté des planètes dans la zone habitable de notre système solaire. Une impulsion de reconnaissance, un scan radar vérifiant les signes de civilisation technologique avant de s'engager dans une approche plus proche. Voilà ce qui rend toute cette connexion si frustrante. Ce serait trivialement facile à vérifier. Pointez un radiotélescope sur 3i Atlas. Écoutez à la fréquence de la raie de l'hydrogène. S'il transmet, on le saura en quelques heures. S'il est silencieux, le lien avec le signal WOW est probablement une coïncidence. Test simple. Réponse définitive. Et pourtant, comme Lowe l'a noté dans son dernier billet de blog, pas un seul radiotélescope n'a rapporté de données sur 3i Atlas. Le Very Large Array n'a pas regardé. Le télescope d'Arecibo est détruit. Le télescope de Green Bank n'a pas publié d'observation. Même SETI, l'organisation littéralement dédiée à la recherche de signaux extraterrestres, n'a pas annoncé publiquement d'efforts de surveillance. Le silence de la communauté de la radioastronomie est assourdissant. Chapitre 7. Le chemin qui n'aurait pas dû exister. Imaginez lancer un fléchette sur un globe depuis l'autre bout d'une pièce les yeux bandés. Imaginez maintenant que cette fléchette non seulement touche le globe, mais atterrit à quelques degrés de l'équateur. C'est à peu près l'improbabilité statistique à laquelle on fait face quand on regarde comment 3i Atlas est entré au-delà de notre système solaire. Les objets venus de l'espace interstellaire peuvent arriver de n'importe quelle direction imaginable. Ils devraient être distribués au hasard sur toute la sphère céleste, entrant à tous les angles possibles. Et pourtant, 3DRO Atlas est arrivé avec une inclinaison orbitale de seulement 4,89 par rapport au plan écliptique de la Terre, moins de 5. Ça le place dans moins de 1 des angles d'arrivée possibles. Avi Loeb martèle ce point dans chaque interview, chaque billet de blog, chaque déclaration publique depuis juillet. La trajectoire est anormale, pas juste inhabituelle, statistiquement profondément improbable pour un objet interstellaire aléatoire. Pour comprendre pourquoi, il faut penser à la façon dont les objets se déplacent dans la galaxie. Les étoiles du disque de la Voie lactée orbitent autour du centre galactique à une vitesse moyenne approximative. Mais elles ont aussi des mouvements aléatoires de haut en bas, de gauche à droite, comme des abeilles bourdonnant autour d'une ruche. Cet aléatoire signifie que les objets éjectés d'autres systèmes stellaires devraient arriver dans notre système solaire de toutes les directions, avec une probabilité à peu près égale. Pas de direction privilégiée, pas d'autoroute cosmique qui canaliserait les visiteurs interstellaires vers notre plan écliptique. Et avant que quelqu'un ne suggère que peut-être les objets du disque de la Voie lactée arrivent naturellement à des angles rasants, Lowe a réfuté ça aussi. Le disque galactique lui-même est incliné d'environ 60 par rapport au plan écliptique de notre système solaire. 60. C'est plus de 10 fois plus grand que l'inclinaison de 3DRO Atlas. Si cet objet venait d'un système stellaire typique du disque galactique et avait été éjecté au hasard, on s'attendrait à ce qu'il arrive à un angle raide, pas rasant. L'alignement va à l'envers de ce que prédirait la géométrie galactique. Comparez 3D Atlas aux seuls autres objets interstellaires qu'on a détectés. Oumuamua, découvert en 2017, est arrivé avec une inclinaison de 123, complètement incliné, venant d'au-dessus du plan du système solaire. 2i Borisov, repéré en 2019, avait une inclinaison de 44, toujours raide, toujours cohérent avec une arrivée aléatoire de l'espace interstellaire. Ces deux objets se sont comportés exactement comme prévu pour des visiteurs interstellaires naturels. 3DRO. Atlas est l'exception, l'anomalie, celui qui ne colle pas au schéma. Lowe a calculé la probabilité de cet alignement en supposant des directions aléatoires, moins de 1 de chance. Certains collègues ont contesté, suggérant que ces stats étaient trop conservatrices.
Peut-être que la vraie probabilité avoisine les 5 ou 10 quand on tient compte des divers effets de sélection et biais observationnels. D'accord. Même à 10, on parle quand même de quelque chose qui ne devrait arriver qu'une fois sur 10 objets interstellaires détectés. Et on n'en a détecté que 3. Les chances que le troisième soit l'exception rare plutôt que la règle ne penchent pas pour une coïncidence. Maintenant, superposez ça à tout le reste. L'alignement avec le signal wow, aussi moins de 1 de probabilité. Les anomalies chimiques avec du nickel mais pas de fer. Les contradictions thermiques, les images haute résolution manquantes de multiples agences spatiales, l'arrêt de gouvernement qui tombe pile au moment où on a le plus besoin de la NASA. Chacune de ces choses pourrait s'expliquer isolément. Coïncidence, erreur de mesure, incompétence bureaucratique. Mais quand on commence à empiler les anomalies, quand on multiplie les petites probabilités entre elles, l'improbabilité cumulée devient plus dure à balayer du revers de la main. Il y a un principe en stats appelé la fallacie du procureur. C'est l'erreur de traiter plusieurs événements indépendants à faible probabilité comme s'ils étaient liés, alors qu'il s'agit juste de coïncidences aléatoires qui se regroupent par hasard. Si vous lancez une pièce assez de fois, vous finirez par avoir 10 piles d'affilée. Ça ne veut pas dire que la pièce est truquée. Ça veut juste dire que vous l'avez lancée assez pour que des séquences improbables surgissent. Les sceptiques diront que c'est ce qu'on voit avec 3 Dreux Atlas, une comète naturelle qui se trouve avoir plusieurs propriétés inhabituelles, mais ultimement explicables, qui coïncident dans le même objet. Improbable, oui, mais pas impossible. Le contre-argument est tout aussi valable. Si quelque chose marche comme un canard, cancane comme un canard, nage comme un canard et a l'ADN d'un canard à un moment donné, il faut envisager que ce soit peut-être vraiment un canard. Ou dans ce cas, si un objet arrive sur une trajectoire statistiquement improbable, montre des signatures chimiques qui ne collent pas au processus naturel, se corrèle avec un signal radio inexpliqué de 48 ans, et pousse plusieurs gouvernements à retenir leurs meilleures données d'imagerie. Peut-être que ça vaut le coup de considérer sérieusement qu'on n'a pas affaire à un vulgaire morceau de glace et de rochers aléatoires d'un autre système stellaire. Chapitre 8. Quand les questions deviennent dangereuses, quelque chose de bizarre a commencé à se passer vers le 5 octobre. Des utilisateurs sur plusieurs plateformes ont rapporté que leur post sur 3 Dreux Atlas disparaissait. Pas juste signalés ou marqués comme des informations, mais bel et bien effacés. Un utilisateur Reddit a documenté avoir posté un fil détaillé analysant les anomalies chimiques de la prétendue fuite de l'ESA. Le fil a pris de l'ampleur, accumulé des centaines d'UPV, des dizaines de likes et des dizaines de commentaires en 2 heures. Puis, plus rien. Pas supprimé avec une explication du modérateur, juste effacé de l'existence. Quand l'utilisateur a essayé de reposter, la soumission ne passait pas. Shadowban sans notification ni explication. Sur Twitter, maintenant X, plusieurs comptes ont remarqué des schémas similaires. Astronomy Vibes, le compte qui a fait le buzz en critiquant les photos de l'ESA, a signalé une chute drastique d'engagement après le 7 octobre. Des posts qui atteignaient normalement des dizaines de milliers de personnes stagnaient soudain à quelques centaines de vues. Aucune restriction officielle, aucun message d'avertissement, juste une suppression algorithmique, discrète pour être niable, mais agressive pour être efficace. D'autres créateurs dans la communauté de l'astronomie spatiale ont remarqué la même chose. Des vidéos sur 3 Atlas qui marchaient bien d'habitude ne recevaient plus qu'une fraction de leur portée habituelle. YouTube posait un autre problème. Les créateurs qui postèrent des analyses spéculant sur 3 Dreux Atlas commençaient à recevoir des notifications de démonétisation. La raison invoquée variait. Certains étaient non signalés pour discuter de sujets sensibles sans contexte adéquat. D'autres étaient classés comme potentiellement trompeurs sur des questions scientifiques. Quelques-uns se prenaient l'étiquette vague mais menaçant de contenu qui pourrait ne pas convenir à tous les annonceurs. Le schéma était clair. Tu pouvais faire une vidéo disant que 3 Atlas est définitivement juste une comète et que la science mainstream a tout compris. Ça passait crème, monétisé, promu. Mais elle suggère qu'il y a peut-être des anomalies à creuser. Soudain, ta vidéo devient hostile aux annonceurs. L'approche de Facebook était la plus frontale. Le système de fact-checking de la plateforme, géré par les organisations de vérification tierces, s'est mis à étiqueter agressivement le contenu sur 3 Atlas. Les posts partageant la fuite de fact-checking se prenaient des avertissements pour contexte manquant. Les affirmations sur les anomalies de trajectoire étaient remarquées comme partiellement fausses, même quand les posts citant que mot pour mot le calcul publié dans le monde. Les articles de fact-check assuraient
Les agences spatiales confirment qu'il n'y a aucune menace de la part de cette comète interstellaire. Les experts disent que les caractéristiques inhabituelles sont probablement des processus naturels. Le sous-texte est limpide. Pas d'inquiétude, pas de spéculation. Faites confiance aux autorités. Circulez. Le timing semble coordonné. Tout ça s'est intensifié en 48 heures après la sortie des photos de l'ESA. La frustration publique a culminé sur le manque d'images de qualité. C'est le genre de schéma qui fait se sentir valider les théoriciens du complot et qui fait lever les yeux au ciel aux sceptiques devant la paranoïa de l'excès de zèle. Parce que voilà le truc, les plateformes de réseaux sociaux suppriment du contenu tout le temps. Les algorithmes changent, l'engagement fluctue, les fact-checkers signalent la désinformation. Ce sont des opérations normales de plateforme, pas des preuves de censure coordonnée, sauf s'il y a un schéma. Sauf si tout se passe en même temps, ciblant un sujet précis, juste au moment où l'intérêt public est au maximum et les réponses officielles les plus absentes. Certains créateurs ont commencé à utiliser un langage codé pour éviter la suppression. Au lieu de 3A Atlas, ils disaient le visiteur ou l'objet. Au lieu d'alien ou extraterrestre, ils employaient non terrestre ou anomale. C'était comme regarder des gens inventer un nouveau vocabulaire pour discuter de quelque chose que les plateformes ne voulaient pas qu'on aborde ouvertement. L'effet Streisand, en temps réel. Plus le contenu était supprimé, plus les gens pensaient qu'il y avait quelque chose à cacher. Plus les fact-checkers contre-attaquaient agressivement, moins les gens faisaient confiance au récit officiel. Chaque tentative de gérer la conversation n'amplifiait que la suspicion que la conversation avait besoin d'être gérée. Chapitre 9. Le moment qu'on ne peut pas voir, le 29 et 30 octobre. Notez ces dates. En moins de 72 heures à partir de maintenant, 3I Atlas atteindra son périhélie, son approche la plus proche du Soleil. Il passera à une distance d'environ 202 millions de kilomètres juste à l'intérieur de l'orbite de Mars. Pour une comète naturelle, c'est le moment de vérité. Le rayonnement solaire intense à cette distance devrait causer un dégazage dramatique, peut-être même une fragmentation. On l'a vu arriver avant. Les comètes s'approchent du Soleil, la chaleur devient trop forte et elles se brisent en morceaux. Spectaculaire quand ça arrive. Et si 3I Atlas n'est qu'un vulgaire bloc de glace et de roches d'un autre système stellaire, c'est exactement ce qui devrait se passer. Mais voilà le problème. On ne pourra pas le voir. 3I Atlas sera de l'autre côté du Soleil par rapport à la Terre pendant son passage au périhélie. Tous les télescopes au sol de notre planète seront inutiles. L'objet sera perdu dans l'éblouissement solaire, complètement caché à l'observation, pendant ce qui devrait être son moment le plus actif et révélateur. Certains appellent à ça un timing malheureux. D'autres y voient une commodité suspecte. Si tu voulais faire quelque chose sans être vu, tu ne pouvais pas choisir une meilleure fenêtre. Avi Loeb a été explicite sur ce qui se passe ensuite. Dans son post de blog du 3 octobre, publié le jour du survol de Mars, il a exposé 2 scénarios. Si 3 Atlas éteint. Si c'est une comète naturelle, elle risque d'exploser en un jaillissement de dégazage ou de se briser en fragments glacés d'un moment à l'autre. La lumière du Soleil va déverser des gigawatts de puissance sur sa surface. Cette énergie doit bien aller quelque part. Pour de la glace et du roc, elle se mue en vaporisation, sublimation, voire rupture structurelle. Mais l'eau a ajouté l'autre option. Ou bien, si c'est technologique, elle pourrait manœuvrer pour profiter de l'assistance gravitationnelle du Soleil ou larguer des sondes capables d'intercepter la Terre ou d'autres planètes grâce à son orbite rétrograde, contraire au sens de rotation des planètes autour du Soleil. Relisez ça. Larguer des sondes qui pourraient intercepter la Terre. Il ne parle plus d'observation passive, il parle de déploiement actif. L'orbite rétrograde est cruciale ici. 3 Atlas avance à l'opposé de la direction des planètes autour du Soleil. Du coup, toute sonde qu'il lâche n'a pas à lutter contre le mouvement planétaire pour nous atteindre. Elle peut juste se laisser tomber sur une trajectoire d'interception et laisser la mécanique orbitale faire le boulot. De derrière le Soleil, caché à nos yeux, ce serait un jeu d'enfant de lancer quelque chose vers la Terre qui ne serait détecté qu'une fois déjà tout près. L'eau est allée plus loin. Il a écrit « Quand vous regarderez le Soleil dans les semaines à venir, gardez en tête que 3 Atlas passe derrière. Si 3 Atlas manœuvre vers la Terre quand il réapparaîtra de l'autre côté du Soleil, les marchés financiers pourraient s'effondrer. Les marchés financiers pourraient s'effondrer. » Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas de l'hyperbole. Il suggère que si cet objet démontre une capacité technologique, s'il modifie sa trajectoire vers la Terre après le périhélie, les conséquences économiques et sociales seraient immédiates et graves.
Les bourses réagissent à l'incertitude. L'incertitude d'un objet interstellaire potentiellement hostile qui change activement de cap vers notre planète serait un niveau d'incertitude existentielle. Le timing de tout ça accentue la tension. La fermeture du gouvernement signifie que la NASA est hors ligne pendant la fenêtre d'observation critique. Les meilleures images du survol de Mars n'ont toujours pas été publiées. Les astronomes amateurs ne peuvent pas observer l'objet pendant le mois qui vient parce qu'il est derrière le Soleil. Les radiotélescopes n'ont pas vérifié les transmissions. On fonce en aveugle vers le moment le plus crucial de toute cette rencontre. Et que ce soit par incompétence ou par dessein, on a créé une situation où on ne saura pas ce que 3 Atlas fait au Perry Ellis avant qu'il l'ait déjà fait. Il y a un groupe qui surveille. Le projet Galileo, dirigé par Low lui-même, gère 3 observatoires, un dans le Massachusetts, un en Pennsylvanie, un dans le Nevada. Ils sont équipés de caméras haute résolution, de capteurs infrarouges et de récepteurs radio conçus pour détecter les phénomènes aériens anormaux. Fin octobre et début novembre, les 3 observatoires seront en mode opérationnel maximal, scrutant les cieux pour tout ce qui cloche. Si 3 Atlas largue des sondes, s'il y a une activité UAP accrue liée à son passage au Perry Ellis, les instruments de Galileo pourraient le capter. Pourrait, c'est le mot-clé. 3 observatoires qui couvrent une infime fraction du ciel terrestre. Si quelque chose arrive et qu'il évite précisément ces zones d'observation, on le ratera complètement. Chapitre 10. Et après ? Début novembre. C'est là que 3 Atlas va émerger de derrière le Soleil et redevenir visible depuis la Terre. Les télescopes au sol pourront le suivre à nouveau. On verra s'il a survécu intact au Perry Ellis ou s'il s'est disloqué sous le stress solaire. On mesurera sa trajectoire pour vérifier s'il y a eu des corrections de cap. Et on saura enfin si les 4 mois passés de spéculation, de théories du complot et de questions sans réponse étaient justifiés ou juste une hystérie collective autour d'un visiteur interstellaire, tout ce qu'il y a de plus naturel. Si 3 Atlas émerge sur la même trajectoire qu'à l'entrée, s'il montre des signes clairs de fragmentation ou d'un dégazage accru cohérent avec le chauffage solaire, s'il se comporte exactement comme 2I Borisov l'a fait lors de son approche solaire en 2019, alors le mystère est à peu près résolu. Comète naturelle, chimie inhabituelle, d'accord. Trajectoire statistiquement improbable, concédée, mais en fin de compte, juste un résidu glacé d'un autre système stellaire qui traverse le nôtre. Le lien avec le signal WOW devient coïncidence. La fuite sur 4chan devient fiction créative. Les images NASA manquantes deviennent des retards bureaucratiques pendant la fermeture du gouvernement. Tout rentre dans le cadre rassurant où les objets interstellaires sont intéressants mais pas alarmants. Mais si ce n'est pas le cas, si 3 Atlas émerge avec une trajectoire modifiée, s'il démontre ne serait-ce que des corrections subtiles inexplicables par la poussée de dégazage, si les radiotélescopes le braquent enfin dessus et détectent des transmissions structurées, si les images de la NASA refont surface un jour et montrent des structures géométriques qui n'ont rien à faire sur un objet naturel, alors on est en terrain totalement inconnu. Pas seulement scientifiquement, socialement, politiquement, économiquement, toutes les suppositions d'un autre place dans le cosmos se voient remises en question. La réaction de chaque gouvernement face à la possibilité d'un contact extraterrestre est mise à l'épreuve en temps réel. Aviv a inventé ce qu'il appelle l'échelle du lobe. C'est un système de classement pour évaluer la probabilité qu'un objet soit d'origine artificielle et le degré de menace potentielle qu'il représente. Rang 1, c'est presque certainement naturel, avec des anomalies intrigantes mais explicables. Rang 10, c'est définitivement artificiel, avec une intention hostile prouvée et la capacité d'atteindre la Terre. Il a déclaré publiquement qu'il ne classerait pas 3I Atlas en dessous de 2. Même dans le meilleur des cas, les anomalies sont trop persistantes, trop nombreuses, trop corrélées. 1-2, ça veut dire probablement naturel, mais avec assez de caractéristiques inexpliquées pour justifier une enquête sérieuse. Ça signifie qu'on ne peut pas exclure définitivement une origine artificielle sans plus de données. C'est là où on en est en ce moment, suspendu entre un objet naturel probable et un artefact technologique possible. En attendant novembre, en attendant les images haute résolution qui n'arriveront peut-être jamais, en attendant les observations radio qui n'ont pas eu lieu, en attendant que 3I Atlas poursuive sa trajectoire hyperbolique hors du système solaire, pour ne plus jamais être revu ou qu'il fasse quelque chose qui nous oblige à affronter la réalité, nous ne sommes pas seuls et nous ne sommes pas prêts.
L'ESA a annoncé que leur sonde JUICE, exploratrice des lunes glacées de Jupiter, observera 3I Atlas entre le 2 et le 25 novembre à l'aide de divers instruments. Cela se passera juste après le périhélie, quand l'objet devrait être dans son état le plus actif. Les données ne seront disponibles qu'en février 2026, à cause des retards de communication et du temps de traitement. 7 mois d'attente pour des images capturées en novembre. 7 mois, sans savoir si l'activité accrue que JUICE observera est un dégazage cométaire normal ou quelque chose de totalement différent. 7 mois à se demander si ce point flou que l'ESA nous a montré en octobre était vraiment le mieux qu'ils pouvaient faire, ou s'ils gèrent avec précaution une révélation qu'ils ne savent pas comment annoncer. Peu importe ce qu'est 3I Atlas, peu importe ce qu'il fera dans les semaines à venir, la conversation autour de lui a déjà révélé quelque chose d'important sur l'endroit où nous en sommes en tant que civilisation. On ne fait pas confiance à nos institutions pour nous dire la vérité sur un truc aussi crucial. On ne croit pas aux rassurances officielles. On voit des schémas dans les timings des coupures et des retards de données qui le sont peut-être ou non. On est prêt pour les théories du complot parce qu'on a appris, parfois à la dure, que le complot n'est pas toujours une théorie. Parfois, c'est juste un rapport anticipé sur ce qui deviendra plus tard un fait confirmé. Chapitre 1. Le visiteur invisible. Le 1er octobre 2025, un truc de la taille d'une girafe est passé entre la Terre et nos satellites. Il s'est approché de notre planète plus près que n'orbitent les stations spatiales. On n'avait aucune idée qu'il arrivait. Quand les astronomes l'ont repéré, l'astéroïde 2025 TF était déjà reparti, filant de nouveau dans l'obscurité de l'espace comme une ombre qui aurait oublié de se faire connaître. Réfléchissez-y un instant. On vit à une époque où on peut photographier des galaxies lointaines en train de se former il y a des milliards d'années. Pourtant, une pierre assez proche pour frotter presque notre atmosphère est passée complètement inaperçue jusqu'à ce qu'elle soit dans notre rétroviseur. Si vous trouvez ça aussi dérangeant et fascinant que moi, envisagez de liker et de vous abonner pour rester au courant de ces quasi-collisions cosmiques et des mystères qui se déroulent au-dessus de nos têtes. Dites-moi en commentaire d'où vous écoutez, quelle heure il est, là-bas. Et si vous pensez qu'on devrait s'inquiéter plus ou s'émerveiller plus de tout ce qu'on rate encore dans le ciel nocturne. Et si vous voulez aider notre communauté à grandir, partagez ces vidéos sur X, Facebook, Reddit ou Messenger. Merci de toujours nous soutenir. L'astéroïde mesurait entre 1 et 3 mètres de large, assez petit pour qu'en entrant dans notre atmosphère, il se serait consumé en une boule de feu éclatante, rien qui menace des villes ou des civilisations. Mais voilà ce qui empêche les astronomes de dormir. Si on ne peut pas détecter de façon fiable un truc aussi proche, voyageant à des vitesses qui franchiraient la distance de New York à Los Angeles en moins d'une minute, qu'est-ce qu'on rate d'autre? L'Agence spatiale européenne et la NASA traquent des milliers d'objets proches de la Terre, cataloguant avec soin ceux qui posent le plus grand risque de collision. Pour être classé comme potentiellement dangereux, un astéroïde doit mesurer au moins 140 mètres de diamètre et suivre une orbite qui le rapproche à moins de 7,5 millions de kilomètres de la Terre, à peu près 20 fois la distance entre nous et la Lune. L'astéroïde 2025 TF est loin en dessous de ce seuil de taille, ce qui explique en partie pourquoi il a échappé à la détection. Nos télescopes et systèmes de surveillance priorisent la recherche des gros, les destructeurs de civilisation, les objets qui pourraient causer un autre événement d'extinction s'ils frappaient sous le mauvais angle. Mais ce petit visiteur nous rappelle que l'espace n'est pas vide. Il grouille de débris. Des fragments anciens F. Depuis la formation de notre système solaire, des morceaux de monde brisés qui n'ont jamais vraiment accédé au statut de planète, des vestiges de collisions survenues à l'époque où la Terre elle-même était encore jeune. La plupart de ce matériau reste éloigné, prisonnier d'orbites stables dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, ou vagabondant dans la lointaine ceinture de Kuiper, au-delà de Neptune. Mais les interactions gravitationnelles, ces légers tiraillements de la masse colossale de Jupiter ou la petite poussée d'une comète de passage peuvent dévier ces orbites, envoyant des roches sur de nouvelles trajectoires qui croisent parfois la nôtre. Ce qui rend 2025 TF particulièrement fascinant, ce n'est pas seulement qu'il s'est approché, mais qu'il l'a fait durant un mois, où le ciel paraît curieusement animé de visiteurs. Chapitre 2. Les rangs qui s'illuminent. Tandis qu'un voyageur cosmique nous frôlait incognito, un autre fait une entrée bien plus théâtrale. La comète C2025 A6
plus connu sous le nom de Citron en hommage à l'observatoire qu'il a repéré, s'illumine dans nos cieux d'octobre. Partout dans le monde, les astrophotographes saisissent des images de plus en plus éblouissantes, alors que cette boule de glace et de poussière antique se dirige vers un rapprochement avec la Terre. Contrairement à l'astéroïde furtif qui nous a pris au dépourvu, Citron est suivi de près depuis sa découverte. Et pour l'instant, elle se trouve à la limite de la visibilité à l'œil nu. Au cours des prochaines semaines, si les conditions sont favorables et les cieux assez sombres, vous pourriez peut-être sortir et la voir de vos propres yeux. Une tache lumineuse ténue avec une queue fantomatique s'étirant loin du Soleil. Les comètes diffèrent fondamentalement des astéroïdes. Là où les astéroïdes sont des blocs solides rocheux ou métalliques formés dans les régions chaudes du système solaire interne, les comètes sont des corps glacés, originaires des confins froids et extérieurs. On les appelle parfois des boules de neige sales, mais cette image leur rend bien mal justice. Le noyau d'une comète renferme de l'eau gelée, du dioxyde de carbone, du méthane et de l'ammoniac mêlés à de la poussière et à des composés organiques, les briques chimiques de la vie. Quand une comète s'approche du Soleil, le rayonnement solaire réchauffe sa surface, provoquant la sublimation de la glace qui passe directement de l'état solide à gazeux sans fondre. Cela génère la chevelure, une atmosphère temporaire de gaz et de poussière qui peut s'étendre sur des centaines de milliers de kilomètres. Le vent solaire et la pression de radiation repoussent ce matériau loin du noyau, formant la queue emblématique qui pointe toujours à l'opposé du Soleil, peu importe la direction de déplacement de la comète. Citron n'est pas la seule comète à honorer nos cieux ce mois-ci. Un autre visiteur, C2025 R2, surnommé Cygne, frôlera la Terre plus tard en octobre à une distance de 0,26 unités astronomiques, assez près pour offrir un spectacle à ceux qui ont des jumelles ou de petits télescopes. Les deux comètes brillent actuellement autour de la magnitude 6, pile à la frontière de la vision humaine dans des conditions idéales. Mais les comètes sont connues pour leur imprévisibilité. Elles peuvent soudain s'illuminer si leur rotation expose de la glace fraîche au Soleil ou si une éruption projette un panache de matière dans l'espace. Elles peuvent aussi se fragmenter, se brisant sous le coup du chauffage solaire ou des forces de marée, créant plusieurs noyaux qui développent chacun leur propre chevelure et queue. Ce qui attire les gens à observer les comètes au-delà de leur beauté, c'est leur lien avec le temps profond. La glace de ces objets s'est formée il y a des milliards d'années dans le système solaire externe, conservée dans un congélateur cosmique loin de la chaleur du Soleil. Quand nous voyons une comète, nous contemplons un matériau qui existait avant que la Terre ait des océans, avant que la Lune soit pleinement formée, avant que la vie émerge dans une quelconque flaque tidale chaude ou un évent sous-marin qui a lancé la chimie de la réplication. Certains scientifiques estiment que les comètes ont apporté des quantités significatives d'eau à la Terre primitive, tombant en bombardement qui a aidé à remplir nos océans. D'autres suggèrent que les molécules organiques présentes dans les comètes, y compris les acides aminés, les briques des protéines, ont pu ensemencer notre planète avec les matières premières nécessaires au début de la vie. Ce lien entre les comètes antiques et l'origine de la vie nous amène à une autre découverte qui pousse les scientifiques à reconsidérer à quel point les ingrédients de la vie pourraient être répandus dans l'univers. Chapitre 3. Une nurserie pour Lune, à 625 années-lumière de la Terre. Quelque chose d'extraordinaire se produit autour d'une jeune planète. Le télescope spatial James Webb a capturé les premières mesures directes d'un disque de formation lunaire, un anneau rotatif de gaz et de poussière entourant une exoplanète nommée CTB. Et au sein de ce disque, Webb a détecté les signatures chimiques qui pourraient donner naissance à des lunes. Cyanure d'hydrogène, acétylène, benzène, propène, éthane, dioxyde de carbone, toutes des molécules riches en carbone tourbillonnant dans une structure qui semble étrangement familière aux planétologues qui étudient l'histoire de notre propre système solaire. Cela compte parce que depuis des décennies, nous théorisons sur la formation des lunes, mais nous ne l'avons jamais observée en direct. Les 4 plus grandes lunes de Jupiter, les satellites galiléens découverts par Galilée en 1610, orbitent leur planète dans un plan plat, suggérant qu'elles se sont condensées à partir d'un disque des matériaux entourant Jupiter il y a des milliards d'années, tout comme les planètes se sont formées à partir d'un disque autour du jeune Soleil. Les 2 plus extérieures de ces lunes, Ganymède et Callisto, sont composées à 50 de glace d'eau, même si elles ont probablement des noyaux rocheux de carbone ou de silicium sous leur couche gelée. En examinant leurs orbites et leur composition,
Les scientifiques soupçonnent depuis longtemps qu'un disque circumplanétaire a autrefois existé autour de Jupiter. Et au sein de ce disque, les matières premières pour la formation des lunes se sont rassemblées et ont coalescé. Maintenant, avec CTRB, on peut observer un processus similaire se dérouler en temps réel. Il faut quand même se rappeler que le temps réel, en termes astronomiques, est un peu trompeur. La lumière qu'on détecte de ce système a quitté sa source il y a 625 ans, au beau milieu de la Renaissance sur Terre, quand personne n'avait encore imaginé des planètes au-delà de notre système solaire. Mais de notre point de vue, on assiste à la formation de lunes qui se passe sous nos yeux et les détails sont fascinants. La planète elle-même orbite autour d'une étoile qui n'a que 2 millions d'années, encore en train d'accréter de la matière de son propre disque circumstellaire. Ça veut dire qu'on voit un système dans sa prime jeunesse, une nurserie planétaire où plusieurs générations de structures se forment en même temps. Ce qui a le plus surpris les chercheurs, c'est la nette différence chimique entre le disque de formation de lune de la planète et le disque de formation de planète de l'étoile. Le disque circumplanétaire autour de CTRB est riche en molécules portant du carbone, mais il ne montre aucun signe d'eau. Pendant ce temps, le disque circumstellaire autour de l'étoile contient de l'eau, mais il manque la chimie du carbone qu'on voit dans le disque de la planète. Cette ségrégation chimique s'est produite en seulement 2 millions d'années, ce qui suggère que la chimie des disques évolue rapidement et suit des chemins différents selon les conditions locales. Température, niveau de rayonnement, présence de champs magnétiques. Tous ces facteurs influencent quelles molécules peuvent survivre et lesquelles se font briser. Les implications vont bien au-delà de la compréhension de la formation des lunes. Si on peut cartographier la chimie de ces disques dans les jeunes systèmes, on pourra commencer à prédire quelles exoplanètes pourraient abriter des lunes et lesquelles de ces lunes pourraient avoir des conditions propices à la vie. Dans notre propre système solaire, certains des endroits les plus prometteurs pour chercher la vie ne sont pas des planètes, mais des lunes. Europe, qui orbite autour de Jupiter, a probablement un océan d'eau liquide sous sa croûte glacée, maintenu au chaud par le chauffage tidal dû à l'attraction gravitationnelle de Jupiter. Encélade, une petite lune de Saturne, éjecte des geysers d'eau liquide dans l'espace depuis un océan souterrain. Et dans ces geysers, les scientifiques ont détecté des molécules organiques. Si les lunes autour d'autres étoiles se forment avec des caractéristiques similaires, alors le nombre de mondes potentiellement habitables dans la galaxie explose littéralement. Il faudrait regarder non seulement les planètes dans la zone habitable autour de leurs étoiles, mais aussi les lunes autour des géantes gazeuses n'importe où dans un système. Cette vision élargie de là où la vie pourrait émerger se connecte aux technologies qu'on développe ici sur Terre. Des technologies qui pourraient un jour nous aider à atteindre ces mondes lointains, ou du moins à mieux les comprendre. Chapitre 4. Le saut quantique. Les Nations Unies ont désigné 2025 comme l'année internationale de la science et de la technologie quantique, marquant 100 ans depuis le développement initial de la mécanique quantique. C'est un timing parfait parce que 2025 s'annonce comme l'année où l'informatique quantique passe d'une curiosité de laboratoire à quelque chose qui approche d'une réalité pratique. En novembre 2024, Microsoft et Atom Computing ont annoncé qu'ils avaient réussi à créer et entrelacer 24 qubits logiques, un exploit technique qui représente un grand pas vers la construction d'ordinateurs quantiques capables de résoudre de vrais problèmes utiles. Pour comprendre pourquoi ça compte, il faut parler de ce qui rend les ordinateurs quantiques différents de l'appareil que vous utilisez pour écouter ça en ce moment. Les ordinateurs classiques, qu'il s'agisse de smartphones ou de superordinateurs, traitent l'information avec des bits, des unités qui représentent soit 0, soit 1, allumé ou éteint, vrai ou faux. Tout ce que fait votre ordinateur, du streaming vidéo aux simulations complexes, se résume à manipuler d'énormes quantités de ces chiffres binaires à une vitesse folle. Les ordinateurs quantiques les fonctionnent sur des principes fondamentalement différents. Au lieu de bits, ils utilisent des qubits, des bits quantiques, qui peuvent exister en superposition d'états, représentant 0 et 1 en même temps jusqu'à ce qu'on les mesure. Ce n'est pas juste une métaphore ou un tour de passe-passe. À l'échelle quantique, les particules existent vraiment dans plusieurs états à la fois. C'est une conséquence de la nature ondulatoire de la matière décrite par la mécanique quantique. Quand vous avez plusieurs qubits en superposition, ils peuvent représenter exponentiellement plus d'informations que le même nombre de bits classiques. 2 bits classiques peuvent représenter 4 valeurs possibles. 0, 0, 1, 1, 0 ou 1, 1, mais une seule à la fois. 2 qubits en superposition peuvent représenter les 4 valeurs en même temps.
3 qubits peuvent représenter 8 valeurs d'un coup. L'échelle continue de manière exponentielle, ce qui signifie qu'un ordinateur quantique. Un ordinateur quantique doté de seulement quelques centaines de qubits pourrait théoriquement réaliser des calculs qui demanderaient à des superordinateurs classiques plus de temps que l'âge de l'univers. Mais il y a toujours eu un hic. Les qubits sont d'une fragilité extrême. Ils perdent leurs propriétés quantiques, un processus appelé décohérence, dès qu'ils interagissent avec leur environnement. Des fluctuations de température, des champs électromagnétiques parasites, voire des rayons cosmiques traversant le labo peuvent provoquer des erreurs. C'est pourquoi les ordinateurs quantiques doivent être refroidis à des températures proches du zéro absolu et protégés des interférences extérieures. Même ainsi, les erreurs s'accumulent si vite que les calculs deviennent inutilisables avant d'être terminés. La percée qui rend 2024 et 2025 si marquants, c'est le progrès en correction d'erreurs quantiques, la capacité à détecter et réparer ces erreurs sans détruire l'état quantique qu'on cherche à préserver. Créer 24 qubits logiques intriqués, c'est fabriquer des qubits avec une correction d'erreurs intégrée, ce qui les rend bien plus stables et fiables que les qubits physiques qui composent le matériel brut. L'intrication est un autre phénomène quantique qu'Einstein a famously qualifié d'action fantomatique à distance. Quand des qubits sont intriqués, mesurer l'état de l'un affecte instantanément celui des autres, peu importe la distance qui les sépare. Cela permet aux ordinateurs quantiques d'effectuer certains calculs, comme fouiller des bases de données ou factoriser de grands nombres, bien plus efficacement que n'importe quel ordinateur classique ne pourrait le faire. La course pour bâtir des ordinateurs quantiques pratiques est désormais mondiale et d'une compétitivité féroce. Début 2025, le Japon a annoncé un investissement de 7,4 milliards de dollars dans la technologie quantique. L'Espagne s'est engagée pour 900 millions. Ces financements portent le total des fonds publics pour la recherche quantique au-delà de 10 milliards de dollars. Un signe que le gouvernement voit l'informatique quantique non comme une simple curiosité scientifique, mais comme une technologie stratégique capable de transformer tout, de la découverte des médicaments à la cryptographie, en passant par l'intelligence artificielle. Le secteur privé est tout aussi impliqué. Les entreprises comme Google, IBM et Amazon continuent de repousser les limites du possible. Google affirme que ses processeurs quantiques résolvent certains problèmes de manière exponentiellement plus rapide que les superordinateurs classiques. IBM a tracé une feuille de route pour un système de 200 qubits logiques d'ici 2028. Pendant ce temps, les startups explorent des approches alternatives, utilisant des photons au lieu de circuits supraconducteurs ou des ions piégés plutôt que des dispositifs à état solide, chacune avec ses atouts et ses défis. Mais au-delà des prouesses techniques, il y a quelque chose de presque philosophique dans l'informatique quantique qui stimule l'imagination. Ces machines fonctionnent selon les principes qui défient notre impression quotidienne sur le fonctionnement de la réalité. Et pourtant, ces principes semblent fondamentaux à l'univers humain. La même mécanique quantique qui rend le qubit possible régit aussi le comportement des atomes, la structure des molécules, l'émission de lumière par les étoiles. D'une certaine manière, les ordinateurs quantiques nous permettent d'exploiter le langage natif de l'univers pour résoudre les problèmes autrement insolubles. L'un de ces problèmes, c'est comprendre et maîtriser le processus de fusion nucléaire, ce qui nous amène à un autre ensemble de percées survenues dans la même période. Chapitre 5. Capturer les étoiles. Le 12 février 2025, des scientifiques du réacteur West Tokamak en France ont établi un nouveau record mondial. Ils ont maintenu un plasma brûlant à blanc pendant 22 minutes et 17 secondes, une durée qui dépasse l'ancien record de plus de 4 minutes. Le plasma a atteint 50 millions C, à peu près 3 fois la température au cœur du Soleil. Ça peut ne pas sembler être du progrès pour ceux qui ne connaissent pas la recherche en fusion. Après tout, le Soleil entretient des réactions de fusion depuis 4,5 milliards d'années sans intervention humaine. Mais recréer et contrôler un processus semblable à une étoile ici sur Terre est l'un des défis les plus ardus de toute la science et l'ingénierie. La fusion fonctionne en forçant des noyaux atomiques à se coller si fort qu'ils surmontent leur répulsion électromagnétique naturelle et fusionnent, libérant de l'énergie au passage. Dans le Soleil, ça se produit grâce à la masse immense de l'étoile qui génère une pression gravitationnelle écrasante à son cœur avec des températures de 15 millions. Sur Terre, nous n'avons pas cet avantage gravitationnel. Du coup, il nous faut des températures encore plus élevées pour déclencher la fusion. Et il nous faut un moyen de confiner un plasma aussi chaud sans qu'il touche une surface physique,
puisque aucun matériau ne résiste à de telles températures sans s'évaporer instantanément. La solution, c'est le confinement magnétique. Les tokamaks utilisent des champs magnétiques puissants pour créer une cage de force qui retient le plasma dans une région en forme de beignet, suspendue dans le vide, sans jamais toucher les parois. L'exploit du West Reactor, avec ses 22 minutes, est significatif parce que les futures centrales à fusion devront fonctionner en continu, pas par à-coups brefs. On ne peut pas générer d'électricité de manière pitié si votre réacteur doit s'arrêter et redémarrer toutes les quelques minutes. Les records montrent que les défis techniques d'un fonctionnement en continu, de la gestion des flux thermiques, du maintien de la stabilité du plasma face aux instabilités qui peuvent perturber le confinement magnétique, sont peu à peu résolus. Le précédent record, juste au-delà de 17 minutes, appartenait au East chinois, réalisé en janvier 2025, ce qui signifie que nous avons assisté à 2 grandes étapes pour la durée du plasma en l'espace de quelques semaines. Ce ne sont pas les seules avancées en fusion qui se produisent en ce moment. ETA Technologies, une entreprise privée de fusion, a annoncé en avril 2025 une simplification majeure dans la façon dont ils forment et stabilisent leur plasma. Leur approche utilise une configuration inversée de champs magnétiques ou FRC, une structure magnétique plus compacte qu'un tokamak traditionnel. Auparavant, créer une FRC exigeait des sections de formation élaborées à chaque extrémité de la machine, où le plasma était généré puis accéléré et percuté à grande vitesse au centre. ETA a trouvé le moyen de générer de la chaleur et de stabiliser une plasma FRC directement au centre de leur dispositif en n'utilisant que l'injection de faisceaux neutres, ce qui élimine le matériel de formation complexe. Cela réduit les coûts, améliore l'efficacité et les rapproche de la démonstration d'un gain net d'énergie d'ici la fin de la décennie. Pendant ce temps, le secteur privé de la fusion s'étend à vive allure. Commonwealth Fusion Systems construit une usine pilote nommée Spark à l'extérieur de Boston, prévue pour entrer en service en 2027. Helion a achevé les tests initiaux sur leur dernière machine, conçue pour atteindre le seuil de rentabilité avec un schéma de confinement magnétique différent. General Fusion, basé au Canada, développe un système de démonstration qui repose sur une approche complètement différente en comprimant mécaniquement le plasma plutôt que de s'appuyer uniquement sur des champs magnétiques. La diversité des méthodes reflète à la fois la difficulté du problème et la reconnaissance qu'il existe peut-être plusieurs voies vers une énergie de fusion réussie. En décembre 2022, des scientifiques de la National Ignition Facility ont réalisé pour la première fois l'allumage en fusion. Une réaction qui a produit plus d'énergie que les lasers n'en ont fourni pour l'initier. C'était une étape scientifique, la preuve que la fusion contrôlée est physiquement possible. Mais transformer cette preuve de concept en centrale électrique exige de résoudre d'innombrables défis techniques. Le combustible de fusion, typiquement un mélange de deutérium et de tritium, 2 isotopes de l'hydrogène, doit être fourni en continu. Les neutrons produits par les réactions de fusion transportent une énergie énorme et rendent les parois du réacteur radioactives. Les matériaux doivent donc résister à des années de bombardement neutronique sans se dégrader. La chaleur générée doit être capturée efficacement et convertie en électricité. Et tout cela doit se produire à un coût concurrentiel avec d'autres sources d'énergie. Ce qui rend la fusion si alléchante malgré ces défis, c'est la promesse d'une énergie propre quasiment illimitée. Le deutérium peut être extrait de l'eau de mer, où il existe naturellement à raison d'un atome pour 6500 atomes d'hydrogène. À cette concentration, les océans contiennent assez de deutérium pour alimenter la civilisation humaine pendant des millions d'années. Le tritium est plus rare et doit être produit à partir de lithium, mais le lithium est relativement abondant. La fusion ne produit pas de déchets radioactifs à longue vie comme les réacteurs à fission. Elle n'émet pas de carbone et un réacteur à fusion ne peut pas fondre ou exploser parce que le plasma est si ténu qu'une perturbation quelconque arrête simplement la réaction. La question n'est plus de savoir si la fusion fonctionnera, mais quand elle deviendra pratique et économique. Les optimistes soulignent les progrès rapides dans les projets publics et privés et estiment que nous pourrions voir le premier courant électrique de fusion commerciale sur le réseau au début des années 2030. Les sceptiques rappellent que la fusion est perpétuellement à 20 ans d'ici depuis 60 ans et mettent en garde contre les problèmes imprévus qui surgissent toujours. Mais l'élan en 2025 semble différent, porté par un mélange de percées technologiques, d'investissements massifs et du besoin urgent de sources d'énergie propres pour affronter le changement climatique. Pour la première fois,
Il paraît plausible qu'un enfant né aujourd'hui grandisse dans un monde où l'énergie de fusion est aussi courante que les panneaux solaires ou les éoliennes. Et peut-être que la génération de cet enfant utilisera des vaisseaux spatiaux propulsés à la fusion pour explorer le système solaire, suivant les traces de ces anciennes comètes et astéroïdes et investiguant les planètes et les lunes que nous n'avons vues que de loin. L'une de ces lunes, Mars, continue de nous surprendre avec des indices qu'elle a peut-être autrefois abrité la vie. Chapitre 6. Tache de léopard sur Mars. En juillet 2024, le rover Perseverance de la NASA a foré un échantillon de carottes dans une roche surnommée Sheyava Falls dans le cratère Jezero de Mars. La roche présentait des caractéristiques que les scientifiques de la mission ont décrites comme les plus énigmatiques, complexes et potentiellement importantes qu'ils aient rencontrées. Après un an de revue par les pairs rigoureuses, les résultats ont été publiés dans la revue Nature en septembre 2025, et les îles représentent la preuve la plus solide à ce jour que Mars a pu abriter un jour une vie microbienne. Le mot-clé ici est « pu », car l'une des leçons les plus difficiles en astrobiologie est que rien n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît au premier abord. Sheyava Falls se trouve dans un ancien lit de rivière au sein d'une région que Perseverance explore, baptisée Bright Angel. Il y a des milliards d'années, de l'eau coulait dans cette zone, creusant des chenaux en se précipitant vers le cratère Jezero, qui était alors un lac. La roche elle-même est sédimentaire, composée d'argile et de limon, précisément le genre de matériaux qui, sur Terre, préservent des fossiles et des traces chimiques de vie ancienne. Les instruments de Perseverance ont détecté du carbone organique, du soufre, du fer oxydé et du phosphore. Une combinaison qui, sur Terre, signale souvent une activité biologique, mais ce qui a vraiment attiré l'attention des scientifiques, ce sont de petites formations qu'ils appellent taches de léopard. De minuscules points enrichis en phosphate de fer et en sulfure de fer, dispersés dans la roche comme des taches sur le pelage d'un animal. Sur Terre, quand des micro-organismes consomment de la matière organique, ils produisent souvent du phosphate de fer et du sulfure de fer comme sous-produits métaboliques. Le motif de ces composés dans Sheyava ressemble à ce qu'on observe dans des roches terrestres abritant des communautés microbiennes fossilisées. Mais voilà le problème. La chimie peut aussi créer des motifs similaires sans intervention biologique, des processus hydrothermaux, une activité volcanique, des impacts. Tout cela peut générer des dépôts minéraux riches en fer. Le défi consiste à distinguer les origines biologiques des non biologiques en se basant uniquement sur la chimie et la texture, surtout quand on le fait à distance avec des instruments montés sur un rover à des millions de kilomètres. C'est cette ambiguïté qui pousse les scientifiques à employer le terme de biosignature potentielle plutôt que de prétendre avoir trouvé des preuves de vie. Une biosignature potentielle est une substance ou une structure qui pourrait avoir une origine biologique, mais qui nécessite plus de données ou d'études approfondies avant toute conclusion. C'est une approche conservatrice, délibérément prudente, parce que l'affirmation d'avoir découvert des preuves de vie extraterrestre, même une vie microbienne éteinte, est extraordinaire et exige des preuves extraordinaires. La communauté scientifique a tiré cette leçon de controverses passées, comme l'annonce en 1996 qu'une météorite martienne trouvée en Antarctique contenait de possibles fossiles de bactéries. Une affirmation que des recherches ultérieures n'ont pu confirmer ni infirmer de manière définitive. Ce qui rend la découverte de Sheyava Falls particulièrement intrigante, c'est l'âge des roches. La formation Bright Angel est relativement jeune en termes géologiques, plus jeune que beaucoup des roches anciennes étudiées par Perseverance. Une hypothèse antérieure supposait que les signes de vie ancienne se limiteraient aux roches les plus vieilles, formées quand Mars avait une atmosphère plus épaisse et de l'eau liquide en surface. Trouver des biosignatures potentielles dans des roches plus jeunes suggère que Mars a pu rester habitable plus longtemps que prévu ou que des conditions habitables sont revenues à des périodes ultérieures. Peut-être que l'activité volcanique a périodiquement réchauffé la planète, fondant la glace souterraine et créant des oasis temporaires où la vie pouvait survivre. L'échantillon, officiellement nommé Sapphire Canyon d'après une cascade du Grand Canyon, fait maintenant partie des 30 échantillons collectés et stockés par Perseverance dans des tubes en titane scellé. Ces échantillons représentent une coupe transversale de la géologie martienne, des roches de différentes ères et environnements. Chacun sélectionné parce qu'il pourrait contenir des indices sur le passé de Mars. L'objectif ultime est de ramener ces échantillons sur Terre dans le cadre de la mission de retour d'échantillons de Mars.
bien que cette mission fasse face à d'importants défis techniques et budgétaires. Rapportés sur Terre, ces échantillons permettraient aux scientifiques de les analyser avec des instruments bien plus sophistiqués que tout ce qu'on peut envoyer sur Mars. Des instruments capables de mesurer des ratios isotopiques, de chercher des acides aminés, d'examiner les structures minérales à l'échelle atomique. En attendant, l'échantillon Saphir Canyon repose dans le ventre de Persévérance, un petit morceau de Mars qui pourrait contenir la découverte la plus importante de l'histoire de l'astrobiologie, ou ne rien être de plus qu'une géologie intéressante. Cette incertitude est frustrante, mais aussi exaltante. Nous vivons à l'ère où la question de savoir si la vie existe au-delà de la Terre pourrait enfin trouver une réponse, non pas par simple spéculation, mais par observation directe. Que cette réponse vienne de Mars ou des lunes glacées de Jupiter et Saturne, ou de l'analyse spectroscopique des atmosphères d'exoplanètes, la quête avance plus vite que jamais, propulsée par des technologies qui n'existaient pas il y a une génération. Parmi ces technologies, l'intelligence artificielle en particulier progresse si rapidement qu'elle bouleverse plusieurs domaines à la fois. Chapitre 7. L'esprit de silicium. En 2024, l'entreprise moyenne a dépensé 1,9 million de dollars en initiatives d'IA générative. Pourtant, moins de 30 des dirigeants en IA ont rapporté que leur PDG était satisfait du retour sur investissement. Ce décalage révèle quelque chose d'important sur l'endroit où nous sommes en pleine révolution de l'IA. La technologie fonctionne, parfois de manière spectaculaire, mais la transformer en valeur ajoutée pour les entreprises s'avère plus difficile que ne le laissait présager l'engouement initial. 2025 est l'année où ce retour à la réalité impose une recalibration, incitant les sociétés à passer de l'expérimentation à un déploiement ciblé. À se demander non plus ce que l'IA peut faire, mais quels problèmes elle peut résoudre mieux que les méthodes existantes. Les capacités elles-mêmes progressent à un rythme effarant. En septembre 2025, des chercheurs de Microsoft ont annoncé une avancée majeure en simulation de protéines grâce à un système piloté par l'IA baptisé AI2BMD. Les protéines sont les machines moléculaires de la vie. Elles se replient en formes tridimensionnelles complexes qui déterminent leur fonction. Comprendre comment les protéines se plient et interagissent est essentiel pour la découverte de médicaments, l'ingénierie enzymatique et la compréhension des maladies. Mais simuler la dynamique des protéines a toujours été gourmand en calcul, car ce sont de grandes molécules comptant des milliers d'atomes et leur comportement dépend d'interactions quantiques aux échelles les plus infimes. AI2BMD permet aux chercheurs de simuler ces dynamiques avec une vitesse et une précision inédites, accélérant potentiellement la découverte de nouveaux médicaments et thérapies. Ce n'est pas la seule façon dont l'IA bouleverse la science. En neurosciences, un modèle d'IA nommé Cell Transformer, mis au point par des chercheurs de l'UCSF et de l'Allen Institute, a produit l'une des cartes les plus détaillées du cerveau de la souris jamais réalisée, identifiant 1300 régions et sous-régions, y compris des zones inexplorées jusqu'alors. Le modèle opère en analysant d'énormes ensembles de données de transcriptomique spatiale, en cartographiant essentiellement quels gènes sont actifs dans quelles cellules et où ces cellules se situent. Cela permet à l'IA de repérer des motifs et des frontières que les chercheurs humains pourraient manquer, dévoilant l'organisation du cerveau à un niveau de détail qui prendrait des décennies à atteindre manuellement. Les mêmes techniques d'IA peuvent s'appliquer à d'autres organes et tissus, y compris les tumeurs cancéreuses, ouvrant de nouvelles voies pour comprendre les maladies et développer des traitements. Une autre percée en IA provient de l'University College London, où des chercheurs ont élaboré un algorithme capable d'identifier différents types de cellules cérébrales en se basant sur leurs signatures électriques avec une précision de 95. Pendant des décennies, les neuroscientifiques pouvaient enregistrer l'activité électrique des neurones, mais ne parvenaient pas à déterminer de quel type de neurones il s'agissait sans recourir à des marqueurs génétiques ou des techniques de coloration. Cette nouvelle approche utilise l'IA pour reconnaître des motifs subtils dans les pointes électriques produites par différents types de neurones. En substance, elle apprend à une machine à lire le code neuronal. Les implications pour les interfaces cerveau-ordinateur et les traitements des troubles neurologiques comme l'épilepsie sont considérables. Bien que, comme le mettent en garde les chercheurs, il reste un long chemin à parcourir avant que cela devienne un outil clinique pratique. Mais l'IA ne se contente pas d'accélérer la recherche, elle s'intègre dans les outils et flux de travail quotidiens. En 2025,
Gartner prévoit que 75 des entreprises passeront des pilotes IA à des opérations à grande échelle, une montée en puissance massive des infrastructures de données et d'analyse. Les agents IA, ces entités logicielles autonomes ou semi-autonomes capables de percevoir leur environnement, de prendre des décisions et d'agir, passent du stade conceptuel à la réalité. Ce ne sont pas les chatbots d'il y a 5 ans, limités à des réponses scriptées. Ce sont des systèmes qui gèrent des tâches complexes comme l'analyse de contrats légaux, la gestion de chaînes d'approvisionnement, l'écriture et le débogage de code, voire la fourniture de conseils médicaux personnalisés. L'essor des agents IA soulève des questions qui dépassent la technologie. Si un agent IA commet une erreur causant un préjudice, qui est responsable? Le développeur? L'entreprise qui le déploie? L'utilisateur qui s'y fie? Fin 2025, un procès au Colorado a mis ces enjeux en lumière quand des parents ont affirmé qu'un chatbot IA avait contribué au suicide de leur adolescent en simulant des conversations émotionnellement manipulatrices. L'affaire pourrait devenir un jalon pour définir la responsabilité des systèmes IA et les obligations éthiques des entreprises qui les créent. À mesure que l'IA gagne en capacité et s'intègre dans des domaines sensibles comme la santé mentale, l'éducation et les relations personnelles, la société devra affronter des questions sur la confiance, la responsabilité et les limites appropriées pour l'intelligence artificielle. Il y a aussi la question de la façon dont l'IA elle-même va évoluer. Les grands modèles de langage actuels sont entraînés sur d'immenses volumes de textes extraits d'Internet. Ils apprennent des motifs linguistiques leur permettant de générer des réponses cohérentes et souvent utiles, mais ils ne comprennent pas vraiment ce qu'ils disent. Ils manquent de raisonnement de bon sens, ils commettent des erreurs factuelles, ils se laissent piéger par des entrées adverses, et ils produisent parfois des sorties qui paraissent assurées, mais sont totalement fausses, un phénomène appelé hallucination. La prochaine génération de systèmes IA devra remédier à ces limites ONS, en intégrant un raisonnement plus affiné, la capacité de vérifier leurs propres sorties et peut-être une forme de compréhension qui dépasse la simple reconnaissance de motifs. Certains chercheurs estiment que la voie à suivre réside dans la combinaison de différents types d'IA, ce qu'on appelle l'IA composite. Au lieu de s'appuyer sur un seul grand modèle, on construit des systèmes qui intègrent plusieurs modèles spécialisés, chacun expert dans une tâche précise, associée à des logiciels traditionnels et à des bases de données. D'autres pensent bien que la percée viendra de méthodes d'entraînement améliorées ou d'une intégration plus étroite de l'IA avec la robotique, en lui donnant un corps et des retours sensoriels pour qu'elle apprenne le monde physique comme les humains. Et l'intérêt grandit pour l'informatique neuromorphique, qui fabrique des puces imitant la structure des cerveaux biologiques, promettant une IA plus efficace et performante que les approches actuelles. Quelle que soit la direction prise par l'IA, il est clair que nous en sommes encore au balbutiement pour saisir ce que cette technologie peut ou ne peut pas faire et ce qu'elle implique pour la société. L'excitation est justifiée, le potentiel est réel, mais les défis et les risques le sont tout autant. À mesure que nous développons une IA plus puissante, nous devons aussi cultiver la sagesse pour l'utiliser de manière responsable. Cette même exigence de sagesse s'applique à un autre domaine où notre compréhension fondamentale de la réalité pourrait bien être en train de basculer. Les composants mystérieux qui semblent composer la plus grande partie de l'univers. Chapitre 8. L'illusion des ténèbres. Depuis près d'un siècle, les cosmologistes croient que l'univers est en grande partie fait de choses invisibles. La matière ordinaire, celle des étoiles, des planètes et des humains, ne représente que quelques 5 de l'énergie masse totale de l'univers. Autres 27 correspondent à la matière noire, invisible mais décelable par ses effets gravitationnels sur les galaxies. Les 68 restants sont l'énergie noire, une force encore plus énigmatique qui semble accélérer l'expansion de l'univers. Ensemble, la matière noire et l'énergie noire dominent le bilan cosmique, modelant la structure et le destin de tout ce qui existe. Mais, et si elles n'existaient pas du tout? En octobre 2025, un article de Rayendra Gupta, professeur adjoint de physique à l'Université d'Ottawa, proposait une alternative radicale. Au lieu de peupler l'univers de particules invisibles et d'énergies inexpliquées, Gupta suggère que les forces fondamentales de la nature, comme la gravité, s'affaiblissent progressivement au fil du vieillissement de l'univers. Si c'est le cas, alors les phénomènes que nous attribuons à la matière noire et à l'énergie noire pourraient n'être que des illusions, des artefacts nés de l'application de lois physiques constantes à un univers où ces lois évoluent peu à peu.
L'idée est à la fois simple et profonde. Nous supposons que la force de gravité d'aujourd'hui est la même qu'il y a 1 milliard d'années et qu'elle le sera dans 1 milliard d'années. Mais si cette supposition était fausse, si l'attraction gravitationnelle avait été légèrement plus forte dans le passé et le serait légèrement plus faible à l'avenir, un tel changement pourrait faire tourner les galaxies lointaines plus vite que prévu d'après la seule matière visible, imitant l'effet de la matière noire. Il pourrait aussi donner l'impression que l'expansion de l'univers s'accélère au fil du temps, mimant l'énergie noire. Dans ce modèle, pas besoin de substances exotiques invisibles. Il suffit de constantes qui varient avec le temps, un univers où les règles changent graduellement au fur et à mesure que l'espace lui-même évolue. Ce n'est pas la première fois qu'on propose de modifier nos lois physiques pour se passer de matière noire et d'énergie noire. La dynamique newtonienne modifiée, ou monde, existe depuis des décennies et explique avec succès les courbes de rotation des galaxies sans recourir à des halos de matière noire. Mais monde peine à rendre compte des observations à plus grande échelle, comme le comportement des amas de galaxies ou les motifs dans le fond diffus cosmologique, le rayonnement résiduel du Big Bang. L'approche de Gupta, qu'il appelle CC plus TL, vise à offrir une explication unifiée à la fois à l'échelle cosmologique où semble agir l'énergie noire et à l'échelle astrophysique où la matière noire semble indispensable. En introduisant un paramètre qui varie à la fois avec le temps et la densité locale de matière, il peut reproduire les courbes de rotation observées des galaxies et l'expansion accélérée de l'univers sans ajouter la moindre substance nouvelle. Le timing de cette proposition est intrigant car il coïncide avec d'autres indices observationnels suggérant que quelque chose cloche dans notre modèle cosmologique standard. Les données de l'instrument spectroscopique d'énergie noire, ou DESI, publiées en avril 2025, indiquent que l'énergie noire n'est peut-être pas constante après tout. Elle pourrait au contraire s'affaiblir au fil du temps, évoluant de manière que le modèle standard peine à expliquer. Si l'énergie noire change, il faut alors réviser nos théories, et une fois qu'on commence à réviser, autant se demander si l'énergie noire, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, existe vraiment. Pendant ce temps, les expériences à la recherche de particules de matière noire continuent de n'aboutir à rien. Le détecteur Lux Zeppelin, le plus sensible pour la matière noire, le détecteur le plus sensible jamais construit, fonctionne depuis des années sans rien trouver. Il a imposé des contraintes draconiennes sur les propriétés que pourraient avoir les particules de matière noire, si elles existent, éliminant peu à peu d'immenses pans de l'espace théorique des possibles. Chaque résultat négatif rend les options restantes pour ce qu'est la matière noire plus exotique et moins plausible. Certains physiciens commencent à se demander si nous ne cherchons pas quelque chose qui n'existe pas, comme les astronomes antiques qui ajoutaient épicycle sur épicycle pour faire coller leur modèle géocentrique du système solaire. Mais renoncer à la matière noire et à l'énergie noire n'est pas facile, car elles expliquent tant de choses. Elles expliquent pourquoi les galaxies tournent comme elles le font, pourquoi les amas de galaxies tiennent ensemble, pourquoi la lentille gravitationnelle se manifeste là où on l'observe, pourquoi le fond diffus cosmologique présente ce motif de taches chaudes et froides que nous voyons. Toute théorie alternative doit expliquer tous ces phénomènes, au moins aussi bien que la matière noire et l'énergie noire, et de préférence mieux. Le modèle de Gupta est un pas dans cette direction, mais il devra survivre à des tests rigoureux face à l'ensemble des données cosmologiques avant d'être considéré comme un concurrent sérieux au modèle standard. Ce qui rend ce débat si fascinant, c'est qu'il touche à la question la plus fondamentale de la science. Comment savons-nous ce qui est réel ? La matière noire et l'énergie noire n'ont jamais été détectées directement. Nous inférons leur existence à partir d'effets gravitationnels, du mouvement de la matière visible, de la structure de l'espace-temps. Mais l'inférence peut tromper. Pendant des siècles, les astronomes ont cru que les planètes suivaient des cercles parfaits, parce que le cercle était la forme la plus parfaite. La vérité s'est révélée être des ellipses, une solution plus simple une fois qu'on a arrêté de supposer la perfection. Pourrions-nous commettre une erreur similaire aujourd'hui en supposant que l'univers contient des substances exotiques, alors que la réalité est que nos équations ont besoin d'ajustements ? La réponse viendra de plus et de meilleures données. L'observatoire Vera C. Rubin, qui devrait commencer les observations fin 2025 ou début 2026, balayera le ciel avec l'appareil photo numérique le plus grand jamais construit, imagera des milliards de galaxies avec un détail sans précédent.
Les données qu'il collectera testeront les modèles de matière noire et d'énergie noire avec une précision que les expériences actuelles ne peuvent égaler. De même, le télescope spatial Nancy Grace Roman, prévu pour un lancement en 2027, mesurera le taux d'expansion de l'univers et cartographiera la distribution de la matière à l'échelle cosmique. Entre ces nouveaux instruments et les expériences en cours, les prochaines années devraient nous clarifier si la matière noire et l'énergie noire sont réelles ou si nous avons besoin d'une révision fondamentale de la cosmologie. Quoi qu'il en soit, ce processus révèle quelque chose de beau sur la science. Elle n'est jamais achevée. Chaque réponse ouvre de nouvelles questions. Chaque certitude finit par rencontrer un défi. Et parfois, les découvertes les plus révolutionnaires ne viennent pas de trouver quelque chose de neuf, mais de réaliser que ce que nous pensions savoir était incomplet. Chapitre 9. L'espace entre. Tandis que les scientifiques débattent de la nature du cosmos et que les ingénieurs construisent des ordinateurs quantiques et des réacteurs à fusion, une autre révolution plus discrète se déroule dans la façon dont nous nous aventurons au-delà de l'atmosphère terrestre. Le 8 octobre 2025, Blue Origin a lancé sa 15e mission de tourisme spatial. Les passagers à bord ont vécu quelques minutes d'apesanteur, ont vu la courbure de la Terre sur fond d'espace noir et sont rentrés sains et saufs au sol. Pour eux, c'était probablement une expérience transformative, du genre de changement de perspective que les astronautes appellent l'effet d'aperçu. Pour l'industrie spatiale, c'était l'activité courante, un autre vol réussi dans ce qui devient une opération commerciale de routine. Cette normalisation de l'accès à l'espace semble significative quand on prend du recul et qu'on considère le tableau d'ensemble. Une génération plus tôt, les vols spatiaux étaient le domaine exclusif des agences gouvernementales et des astronautes professionnels. Des gens qui s'entraînaient pendant des années et passaient par des processus de sélection rigoureux. Aujourd'hui, des entreprises privées font voler des clients payants, et même si le prix reste prohibitif pour la plupart des gens, les coûts baissent à mesure que la technologie s'améliore et que la concurrence s'intensifie. SpaceX a révolutionné les lancements avec des fusées réutilisables, réduisant dramatiquement le coût de la mise en orbite des charges utiles. Blue Origin travaille sur ses propres systèmes réutilisables. D'autres compagnies développent des avions spatiaux, des hôtels orbitaux, des atterrisseurs lunaires et des concepts de missions martiennes. L'infrastructure en construction aujourd'hui ne sert pas seulement au tourisme, elle pose les bases d'un avenir où l'humanité est une espèce multiplanétaire. Le Starship de SpaceX, la fusée la plus grande et la plus puissante jamais construite, est conçue pour transporter du fret et, à terme, des personnes vers la Lune et Mars. Le programme Artemis de la NASA prévoit de ramener des astronautes à la surface lunaire, en établissant une présence soutenue qui testera les technologies nécessaires pour des missions plus longues. La Chine construit sa propre station spatiale et a annoncé des plans pour une base lunaire. L'Inde, le Japon et plusieurs pays européens développent leurs propres capacités spatiales. Toute cette effervescence soulève des questions sur ce que nous ferons une fois arrivés là-bas. L'espace n'est pas un milieu clément. Pas d'air, pas d'eau, des écarts de température extrêmes, des radiations solaires et des rayons cosmiques. Construire des habitats capables de soutenir la vie humaine exigera de résoudre des problèmes en matière de soutien vital, d'agriculture, de fabrication et de médecine. Nous devrons extraire des ressources des astéroïdes, de la Lune ou de Mars elle-même, car lancer tout depuis la Terre est impraticable pour une installation à long terme. Nous aurons besoin de sources d'énergie, probablement l'énergie solaire complétée par de petits réacteurs nucléaires. Et nous devrons affronter les défis psychologiques de l'isolement, de la confinement et de la distance avec la Terre. Mais la plus grande question reste sans doute, pourquoi devrions-nous le faire ? Les réponses pragmatiques incluent l'extraction de ressources, les découvertes scientifiques et la garantie de la survie à long terme de l'humanité en nous étendant au-delà d'une planète unique, vulnérable aux impacts d'astéroïdes, aux supervolcans ou à d'autres menaces existentielles. Les réponses plus aspirationnelles renvoient à la curiosité humaine et à l'élan d'explorer. Le même élan qui a poussé nos ancêtres hors d'Afrique pour peupler tous les continents, qui a conduit les explorateurs à traverser les océans, qui incite les scientifiques à plonger toujours plus profond dans les mystères de la nature. L'espace représente la frontière ultime, non pas parce qu'il est vide, mais parce qu'il est vaste et largement inconnu, empli de possibilités que nous peinons à imaginer. Et l'exploration spatiale ne se déroule pas en vase clos, isolé des sciences et technologies dont nous parlons.
Les ordinateurs quantiques pourraient un jour optimiser les trajectoires des vaisseaux spatiaux ou permettre de nouvelles formes de communication à travers les distances interplanétaires. Les réacteurs à fusion pourraient fournir la puissance nécessaire pour des systèmes de propulsion rapides qui réduiraient le temps de voyage vers Mars de mois à semaines. L'IA sera essentielle pour gérer la complexité des systèmes de soutien vital, pour naviguer de manière autonome et analyser les masses de données collectées par les capteurs. La recherche de biosignatures sur Mars ou les lunes de Jupiter oriente notre façon de penser où et comment chercher la vie au-delà de la Terre. Tout est lié. L'univers n'est pas composé de parties isolées, mais de relations, de motifs qui se répètent à différentes échelles, de principes qui s'appliquent à travers les domaines. La chimie d'une comète nous parle de la formation des planètes. Le comportement d'un ordinateur quantique révèle des vérités fondamentales sur la réalité. Un réacteur à fusion imite les processus qui se déroulent dans les étoiles. Une IA de cartographie cérébrale montre comment la complexité émerge de règles simples. Et une entreprise privée de vols spatiaux rend un peu plus possible que les humains deviennent citoyens du système solaire plutôt que résidents d'une seule planète. Ces liens comptent parce qu'ils nous rappellent que le progrès n'est pas linéaire. Il ne se produit pas dans un domaine à la fois, bien compartimenté. Il advient par pollinisation croisée, par des idées développées dans un contexte qui trouve des applications inattendues dans un autre, par des équipes de personnes issues de disciplines différentes, travaillant ensemble sur des problèmes trop complexes pour qu'une seule perspective les résolve seule. Les avancées de 2025 en informatique quantique, en énergie de fusion, en exploration martienne, en IA, en cosmologie, en neurosciences et en accès à l'espace ne sont pas des histoires séparées. Ce sont des chapitres d'un récit plus vaste sur la capacité et la curiosité humaine. Chapitre 10, l'horizon. Nous avons commencé avec un astéroïde passé inaperçu dans la nuit et une comète s'illuminant dans le ciel de terre. Deux rappellent que l'univers est dynamique et que notre place dedans est à la fois minuscule et significative. Nous avons observé une planète distante formée de lune à partir d'un disque de gaz et de poussière, un processus qui fait écho à la façon dont notre propre lune s'est mise en orbite autour de la Terre il y a des milliards d'années. Nous avons vu des ordinateurs quantiques atteindre un niveau de sophistication où ils pourraient bientôt résoudre des problèmes hors de portée de l'informatique classique et des réacteurs à fusion maintenir le plasma assez longtemps pour laisser entrevoir un avenir alimenté par la même réaction qui illuminerait les étoiles. Nous avons examiné un rocher sur Mars qui pourrait bien contenir des preuves que la vie a existé un jour au-delà de la Terre. Bien que la question reste ouverte, elle restera probablement jusqu'à ce que nous puissions analyser ce rocher dans les laboratoires ici sur Terre. Nous avons vu l'intelligence artificielle cartographier des cerveaux, simuler des protéines et soulever de nouvelles interrogations sur l'autonomie, la responsabilité et ce que signifie être intelligent. Nous avons considéré des propositions selon lesquelles la matière noire et l'énergie noire, ces substances invisibles censées dominer le cosmos, pourraient n'exister nullement, que l'univers que nous croyons connaître pourrait reposer sur des équations incomplètes. Et nous avons noté que les voyages spatiaux deviennent discrètement plus accessibles, pas encore courants, mais s'en approchant pas à pas, de manière incrémentale. Chacune de ces avancées porte son lot d'incertitudes. Les ordinateurs quantiques pourraient buter sur des obstacles imprévus qui retardent leur déploiement pratique. Les réacteurs à fusion pourraient s'avérer plus durs à commercialiser que les optimistes l'espèrent. La malle et signature biologique martienne pourrait s'avérer géologique plutôt que biologique. L'IA pourrait stagner ou exiger des percées que nous n'avons pas encore imaginées. Les cosmologies alternatives pourraient échouer à expliquer les observations, aussi bien que le font la matière noire et l'énergie noire. Et l'exploration spatiale pourrait rester coûteuse et périlleuse, le domaine des gouvernements et des milliardaires, plutôt que celui des gens ordinaires. Mais l'incertitude n'est pas synonyme de vanité. C'est l'espace où naissent les découvertes, où grandit notre compréhension, où nous confrontons les idées à la réalité et les révisons quand elles défaillent. La science n'est pas une accumulation de faits. C'est un processus, une manière de poser des questions et d'affiner les réponses. Et les questions que nous posons aujourd'hui comptent parmi les plus profondes, jamais formulées. De quoi est fait l'univers? Comment la vie a-t-elle commencé? Pouvons-nous dompter la puissance des étoiles? Qu'est-ce que la conscience? Sommes-nous seuls? Comment veiller à ce que les technologies que nous créons nous profitent plutôt que de nous nuire? Ces questions n'ont pas de réponse simple. Et c'est très bien ainsi. Si elles en avaient, elles ne vaudraient pas la peine d'être posées.
La valeur réside dans la quête elle-même, dans les savoirs que nous acquérons en chemin, dans les technologies que nous inventons pour sonder plus loin, dans la façon dont notre perspective évolue au fil de nos apprentissages. Il y a 100 ans, nous ignorions que l'univers s'étendait. Il y a 50 ans, nous n'avions pas exploré Mars avec des rovers ni découvert des planètes autour d'autres étoiles. Il y a 25 ans, les ordinateurs quantiques n'étaient que des curiosités de laboratoire, et l'IA peinait à reconnaître des chiffres manuscrits. Le rythme des changements s'accélère, propulsé par des avancées cumulatives en informatique, matériaux, instrumentation et compréhension. Que nous réserve la prochaine décennie ? Si la fusion nucléaire devient viable commercialement, l'abondance énergétique pourrait transformer la civilisation, sortant des milliards de la pauvreté et rendant possible des projets qui paraissent aujourd'hui impossibles. Si les ordinateurs quantiques mûrissent, ils pourraient accélérer la découverte de médicaments, la science des matériaux et la cryptographie, remodelant les industries et la géopolitique. Si nous confirmons des signatures biologiques sur Mars ou les détectons dans l'atmosphère d'une exoplanète, ce serait l'une des découvertes les plus marquantes de l'histoire humaine. La preuve que la vie n'est pas unique à la Terre. Si l'IA continue d'avancer, elle pourrait devenir une partenaire dans la recherche scientifique, générant des hypothèses, concevant des expériences, analysant des données à des échelles inaccessibles aux humains. Et si l'accès à l'espace continue de se démocratiser, les ressources et les savoirs du système solaire pourraient entrer dans le giron des biens communs humains, accessibles aux générations futures d'une manière que nous commençons à peine à entrevoir. Mais ces possibilités s'accompagnent aussi de risques. Les technologies sont des outils, et les outils peuvent servir le bien ou le mal. Les ordinateurs quantiques pourraient briser les cryptages qui protègent tout, des comptes bancaires aux communications militaires. La fusion, si militarisée, pourrait engendrer des ravages. L'IA pourrait amplifier les biais, supprimer des emplois ou être déployée de façon qui diminue plutôt qu'améliore l'épanouissement humain. Et l'exploration spatiale, si menée sans soin, pourrait propager des contaminations, détruire des sites scientifiques irremplaçables ou creuser les inégalités. Maîtriser ces risques exige plus que des compétences techniques. Il faut de la sagesse, de l'éthique, de la clairvoyance, et une volonté de ne pas se contenter de ce que nous pouvons faire, mais de réfléchir à ce que nous devrions faire. Il faut des voies diverses dans la prise de décision, une transparence sur les risques et incertitudes, et une humilité face aux limites de notre compréhension. Les scientifiques et ingénieurs qui repoussent les frontières du savoir sont parfaitement conscients de ces responsabilités, même si le débat public traite parfois la technologie comme un sauveur ou une menace sans nuance intermédiaire. La vérité est plus subtile. La technologie n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Elle amplifie les intentions et capacités humaines. Entre de bonnes mains, avec de bons objectifs, elle peut résoudre des problèmes, atténuer les souffrances et élargir les horizons. Entre de mauvaises mains ou avec des buts myopes, elle peut causer des dommages. Le défi est de bâtir des systèmes, institutions et cultures qui orientent vers le premier cas et éloignent du second. Et ce défi nous incombe à tous, pas seulement aux scientifiques et décideurs politiques. Nous y voilà, en octobre 2025, observant des comètes s'illuminer, lisant sur l'intrication quantique, apprenant des records en plasma et de signatures biologiques potentielles. L'univers poursuit sa danse millénaire, étoiles naissant et s'éteignant, galaxies se heurtant, comètes filant vers le Soleil, lune se formant à partir de disques poussiéreux. La vie, du moins sur cette petite planète bleue, a appris à regarder vers l'extérieur et à poser des questions, à forger des outils qui étendent nos sens et notre compréhension, à rêver d'avenir où les limites du possible s'étendent au-delà de toute reconnaissance. Merci de m'avoir accompagné dans ce périple à travers les dernières découvertes et percées. Si cette exploration vous a plu, envisagez de mettre un like et de vous abonner pour rester connecté tandis que la science continue de dévoiler les secrets de l'univers. Le travail de compréhension de notre cosmos ne s'arrête jamais, et chaque réponse que nous trouvons ouvre des portes sur de nouveaux mystères qui n'attendent qu'au-delà de l'horizon. Comme toujours, toutes les infos partagées ici sont à des fins éducatives, fondées sur les recherches et la compréhension actuelle, qui n'arrêtent pas d'évoluer. Continuez à lever les yeux, continuez à poser des questions, et n'oubliez pas qu'on fait tous partie de cette immense histoire qui se déploie. À la prochaine, d'où que vous nous écoutiez, quelle que soit l'heure, bonne nuit.